Bonsoir à tous, bonsoir. Lucie Le Fur et moi-même, Bastien Théron, sommes vos animateurs pour la soirée. Tout d'abord, merci d'être présents ce soir pour assister à cette conférence qui portera sur les enjeux et les problématiques de la mobilité urbaine. Comme vous le savez, aujourd'hui, les centres-villes sont de plus en plus engorgés, de plus en plus pollués, et les transports en commun sont saturés aux heures de pointe. Les citadins, depuis quelques années, ont pris conscience et sont sensibles aux impacts environnementaux de leurs déplacements. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons choisi de traiter la problématique suivante. Quel avenir pour la mobilité urbaine face aux enjeux écologiques et sociétaux ? Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants qui sont présents pour nous faire part de leurs connaissances et de leur expérience concernant la mobilité urbaine. Malheureusement, ils ne seront que 3 au lieu de 4, puisque Marion Hoffner, chargée d'études pour le SMTC, ne pourra pas être à la conférence ce soir. Je vais maintenant laisser nos intervenants, donc Franck Reynaud de MyBus, Nicolas Roussel de Kobo et Monsieur Faucon, maître de conférence, se présenter. Bonsoir, merci. Donc moi je m'appelle Franck, je suis un des cofondateurs de MyBus, une start-up auvergnate qui œuvre dans le milieu de la mobilité. On a développé une application mobile qui s'appelle MyBus, si vous tapez sur les stores MYBUS, voilà, une application logo orange, je vous invite à le faire. Et en fait on est là pour faciliter la vie aux usagers des transports urbains. Donc on est présent évidemment à Clermont, dans 265 villes en France. Et on délivre à la fois de l'information voyageur, donc pour vous repérer dans une ville, du calcul d'itinéraire, les arrêts les plus proches, les horaires théoriques, les horaires en temps réel quand on y a accès, et puis surtout les titres de transport qui vous permettent, avec votre smartphone, de pouvoir acheter vos titres, de les valider avec votre smartphone et de vous faire contrôler avec votre smartphone. Donc voilà, on règle la problématique de est-ce que j'ai de la monnaie, est-ce qu'il y a un distributeur de titres, est-ce que j'ai le droit d'acheter des titres dans les véhicules, etc. Enfin tout ce qui est bien galère typiquement quand on va à Paris et où il faut faire la queue le premier du mois pour acheter des titres. Donc voilà, on est dans cette sphère-là. On est une start-up, on le dira un petit peu plus loin tout à l'heure, qui avons été accompagnés par différents dispositifs localement. Évidemment, donc du coup dans la mobilité, on est 21 personnes et voilà. Bonjour à tous. D'abord, je m'appelle Nicolas. Je suis désolé d'être en retard. Je vous ai mis en retard pour la suite. Donc moi, je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Kobo, qui est une marque, une application, tout comme MyBus. À part que nous, on permet la location de vélos en libre service dans les collectivités et chez les acteurs privés.
Notre application permet de déverrouiller un vélo, de lancer des locations et de s'assurer que le vélo sera bien de retour au bon endroit. On se positionne de plus en plus auprès des collectivités comme un acteur effectivement de leur mobilité et on essaye d'aller aussi de plus en plus, notamment avec MyBus, vers des solutions multimodales avec des grandes plateformes pour simplifier l'accès aux mobilités douces, actives, écologiques et tout ce dont on va parler. Voilà, on est 10 nous. Bonsoir, donc Frédéric Faucon, je suis enseignant-chercheur en géographie et aménagement ici à l'Université Clermont-Auvergne. Donc ma spécialité c'est la mobilité, donc ça fait, je suis plus très jeune, donc ça fait 25 ans, 30 ans que j'observe la mobilité avec quelques collègues géographes français et donc nous observons tout ce qui se passe. Je ferai un petit peu le parallèle avec nos collègues climatologues qui observent le réchauffement climatique. Nous, en matière de mobilité, on observe un certain nombre de phénomènes souvent préoccupants malheureusement et nous scientifiques on en parle, on essaie de communiquer là-dessus, on est peu écoutés et donc c'est important ce soir pour moi de pouvoir vous donner un certain nombre d'impressions et d'arriver dans le discours en complément de ce que pourront vous expliquer des startups, des professionnels qui eux aussi à leur niveau essaient d'œuvrer pour que les choses changent. Donc voilà. Merci à vous trois de vous être présentés. Donc maintenant, je vais parler un peu d'une petite application que nous avons mis en place, un site qui s'appelle WooClap, qui permet d'interagir en direct avec aux différents thèmes qu'on va aborder à travers cette conférence. Et vous pouvez aussi prendre, à la fin de chaque thème, demander à Romain qui est derrière vous le micro pour poser des questions à nos intervenants. Et ainsi aussi, Mathieu vous pourrez aussi envoyer des questions, poser des questions à travers l'application, et Mathieu vous les posera à la fin de chaque thème. WooClap, c'est un outil très facile d'utilisation. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet, donc www.wooclap.com. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez un petit tuto d'utilisation de WooClap. Donc, pour avoir accès à notre outil pour cette conférence-là, il vous suffira de rentrer le code de la conférence et d'appuyer sur Go. Le code sera inscrit sur les diapositives suivantes. Ensuite, vous l'aurez peut-être compris en voyant la photo du milieu, pour introduire nos thèmes, nous allons vous proposer de répondre à des petits quiz, donc de 2 questions par thème. C'est pour ce faire rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur la question qui vous semble être la bonne et de valider. Voilà, et comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez un petit onglet en bas à droite de votre écran que vous pouvez à tout moment ou demander le micro à Romain pour poser une question aux intervenants ou poser ces questions directement qui seront centralisées par Mathieu et posées aux intervenants à la fin de chaque thème. Donc pour commencer, nous allons aborder notre premier thème qui est la mobilité pour tous. Vous voyez le code WooClap affiché. Donc on vous laisse vous connecter sur vos téléphones à WooClap et rentrer le code avant de lancer la première question du quiz. On vous laisse quelques secondes pour le faire, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et le code, c'est conf mobilité. Logique. On va passer à la première question. Donc la question est, quelle est la part du réseau de transport collectif clermontois qui est accessible aux personnes à mobilité réduite? Vous avez 4 propositions, 50%, 80%, 100% ou 30%. Vous avez environ une trentaine de secondes pour répondre. À vous de jouer. Donc vous avez répondu, la bonne réponse était 80%. Je vous explique, j'ai entendu des « oh non, il doit y avoir des erreurs ». L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite du réseau de transport collectif sur le ressort territorial est dans l'ensemble satisfaisant, puisque 80% des usagers du réseau de transport urbain clermontois circulent sur des lignes accessibles ou transitent via des points d'arrêt accessibles également. Voilà, maintenant nous allons passer à notre deuxième question, qui est quel est le prix moyen d'un abonnement mensuel au transport en commun clermontois pour les moins de 26 ans? Donc il y a 4 propositions, 15 €, 22 €, 27 € et 33 €. Vous avez encore une trentaine de secondes pour répondre. Je vous laisse...
c'est bon, la réponse était 27 €. Donc cela concerne les personnes de moins de 26 ans, sur présentation d'un document d'identité bien sûr. Il existe également des tarifications solidaires qui prennent en compte le niveau de ressources de chacun afin de favoriser l'accès au transport en commun pour tous. Donc maintenant, je m'adresse à nos intervenants et plus particulièrement aux deux startups qui sont présentes, donc MyBus et Kobo. Selon vous, est-ce que la place de la mobilité pour tous est quelque chose de facilement intégrable à vos projets? Est-ce également, selon vous, un enjeu sociétal réellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera le temps de réfléchir. Alors, les différentes réponses que je vais vous faire, c'est vraiment à la lumière de ce qu'on fait nous en tant que start-up. Alors, pas que à Clermont, parce qu'on est présent dans 265 réseaux en France. Donc, sur ce sujet particulier de l'accessibilité, de la mobilité pour tous, je parle du point de vue technologique encore une fois. En tant qu'éditeur d'applications mobiles, donc notre objectif, c'est d'inciter un maximum de personnes à utiliser les transports en commun, voilà, et plutôt en règle, en payant et en validant, grosso modo. Donc là, sous cet angle-là, on a le même objectif que les villes, que les agglomérations, les métropoles et que les exploitants des réseaux de transport. Ensuite, si on fait un focus particulier sur les tarifications solidaires, par exemple, ou les tarifications jeunes, on y avait une question tout à l'heure sur les moins de 26, ou tarification étudiante, ça varie d'une ville à l'autre. Nous, ce qu'on fait, alors on l'a pas encore, on aimerait bien le faire, on espère que ça va bientôt venir, on n'a pas encore de tarification spécifique disponible dans MyBus. Donc si vous allez dans notre application sur Clermont-Ferrand, on n'a que les titres tout publics, mais sur bon nombre des autres réseaux sur lesquels on est présent, en fait, on donne accès au public en difficulté, par exemple, je sais pas, les demandeurs d'emploi ou les gens qui ont des tarifications solidaires. En fait, on leur simplifie l'accès au transport et surtout l'accès aux titres de transport. Donc là, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est un partenariat, par exemple, avec Pôle emploi, pour que automatiquement les demandeurs d'emploi. Alors nous, on l'a découvert au fil du temps, ça, les demandeurs d'emploi, il y en a dans quasiment toutes les villes, ils ont soit une tarification, ils ont 50, 60, 70% de réduction, voire même une gratuité de transport qui est payée et prise en charge par la collectivité justement pour utiliser les transports urbains. Et donc au départ, on n'avait pas ces fonctionnalités-là et nous, progressivement, au fil du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer des fonctionnalités qui permettent, si on parle des demandeurs d'emploi par exemple, de ne pas avoir à être obligé d'aller à chez Pôle emploi dans les horaires d'ouverture pour demander un justificatif de oui, j'ai bien des droits ouverts, ensuite de retourner à la boutique de l'exploitant de transport de sa ville, de faire la queue, d'attendre, d'avoir accès à ses tarifs. Tout ça, en fait, on l'automatise à travers des outils, donc à travers notre application mobile. Du coup, ça leur facilite la vie. Donc ça facilite l'accès à un certain nombre de publics qui ont des tarifications spécifiques. Donc voilà, ça c'est un premier point. Sur les étudiants, on est en train de travailler, alors là sur Clermont, c'est pas encore ouvert, c'est ouvert encore une fois sur d'autres villes, sur des partenariats avec les universités qui nous permettent, nous, à travers des API, donc des petits programmes informatiques qui font parler notre application avec le système informatique de chaque université pour que des étudiants qui viennent dans notre application puissent s'identifier entre guillemets avec leur code qu'ils ont et leur mail qu'ils ont à travers l'université. Et nous, ça nous permet, nous, automatiquement, d'aller voir le système d'information de l'université, dire, OK, il est bien étudiant à tel endroit, il a bien moins de 26 ans si c'est des critères de tarification basés sur l'âge. Et du coup, derrière, ça nous permet de lui délivrer automatiquement les tarifs, des titres, aux tarifs auxquels il a droit. Voilà. Un premier niveau de réponse, je compléterai peut-être tout à l'heure, mais de choses qu'on peut faire à travers les coûts des déplacements et l'accès à des tarifications spécifiques à travers des outils informatiques. Juste pour conclure sur ce premier petit point, nous on ne fait que retranscrire dans notre application les tarifications qui existent. Si sur un réseau de transport il n'y a pas de tarif moins de 26 ans, c'est pas nous qui les inventons. On ne fait que mettre à disposition à travers notre application la tarification qui existe sur les différents réseaux. Alors pour nous, pour éluder la première partie, c'est nous les PMR, malheureusement, on va avoir du mal, les personnes à mobilité réduite, on va avoir du mal à les aider parce que notre boulot, c'est quand même de mettre les gens sur 2 roues et pas sur plus. Du coup, on a un peu de mal à s'occuper de cette partie de la population. Par contre, pour revenir sur le sujet qu'évoquait Franck, nous, on essaye de travailler avec nos clients. Je parle que de nos clients en collectivité. Pour rendre l'accès au vélo différencié en fonction des populations et de proposer et d'essayer de développer des tarifs qui soient adaptés aux besoins des personnes, sur tarifs solidaires, tarifs étudiants et toutes ces choses-là.
On a commencé avec l'événementiel et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de gens qui nous appelaient pour nous dire les vélos électriques c'est super parce que ça me permet d'aller très vite, très loin sans engager d'argent dans une voiture, etc. Par contre, 2 € par jour à l'aller, 2 € le matin, 2 € le soir, 5 jours par semaine, 20 jours par mois, ça fait vite un gros budget et je suis pas capable de l'assumer. Comment vous pouvez m'aider là-dessus ? Du coup, nous, alors comme Franck, on est obligé de faire remonter ça à nos clients et leur dire qu'il y a un besoin là-dessus, mais en tous les cas, sur cette partie tarification, c'est celle où on a le plus d'impact, et je parlerai d'un autre truc après parce que je vois ce beau vélo là. On essaye de travailler avec nos clients sur le développement du vélo, notamment le vélo en libre service comme on voit dans les rues, comme ces vélos, pour en faire un vrai outil de mobilité solidaire, peu cher et disponible en permanence. Au Pays Basque, on a 120 vélos électriques. Au-delà de répondre à une problématique environnementale, plan climat pour l'agglomération, c'est aussi rendre de la mobilité à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller très très loin, très très vite, alors qu'avec un vélo électrique en 25 km/h, on peut aller quand même très vite, très loin. C'était le premier point. Et maintenant, notre technologie nous permet de nous adapter sur tout type de vélo. Alors, on vient d'installer une flotte de cadres rallongés comme celui-là, là, des U-Bats de ce type-là, où la question de la collectivité, c'était on veut absolument permettre à des familles de quitter leur voiture. Alors, on est juste à la limite de la question, mais de quitter la voiture et d'avoir de la mobilité de proximité douce et active en famille, etc. Et notre technologie nous permet d'équiper ce type de vélo, des vélos plus utilitaires avec, je vois qu'il y a quelqu'un de chez Cyclable là-haut, donc on regarde plein de fois leur vélo, que ce soit ce type de vélo-là. Là, on a une demande de triporteurs pour porter, c'est des vélos pour aller à l'école, là, des vélibus, pour mettre des vélibus en libre service. Alors, j'ai pas bien compris le concept de les mettre sur une borne, mais en tous les cas, c'était d'équiper ce genre de vélo-là. Et nous, pour répondre à ces besoins-là, qui sont des besoins sociétaux, alors de quitter la voiture, d'aller dans des endroits un peu particuliers, d'équiper des familles, on travaille au développement de nouvelles solutions. Donc nous, notre réponse par rapport à la mobilité pour tous, c'est des tarifs le plus adaptés possible, et surtout des solutions technologiques qui permettent au plus grand nombre d'aller sur des vélos malgré alors j'allais dire des handicaps avec des enfants, mais c'est pas le cas, des problématiques qui peuvent être gênantes pour monter sur un vélo. Et il y a des vélos qui sont une réponse, et nous on essaye de les adapter au libre service et de les mettre à disposition de tout le monde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de notre réponse à cette problématique-là. Bien, alors par rapport à la question que je vous rappelle, le transport pour tous. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que le droit au transport, il existe dans la loi depuis 1982. Il y avait un ministre des Transports qui s'appelait Charles Fitterman, c'était sous François Mitterrand, et donc qui a fait voter ce droit au transport. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu comme le droit au logement ou le droit à la santé. Et ce droit au transport, c'est la faculté à l'individu de se déplacer, bien sûr, et c'est pas vrai pour tous les pays, et surtout de se déplacer à un coût raisonnable pour lui et pour la collectivité. Alors, c'est important parce que ça va guider évidemment toutes les politiques de transport qui ont été faites depuis 1982 dans le pays. Et donc, ça a plusieurs conséquences. D'abord, c'est que si on raisonne que par rapport au coût, il faut faire attention de ne pas mettre en œuvre des systèmes de transport qui coexistent et qui sont à plusieurs vitesses ou à plusieurs qualités. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de TGV qui font Paris-Lyon, et puis de cars qui mettent 3 fois plus de temps, mais qui sont moins chers. Mais dans ce cas-là, on crée une certaine hétérogénéité entre l'accessibilité et la qualité au transport. On peut créer aussi une fracture territoriale, par exemple des centres urbains très bien desservis, du périurbain ou du rural mal desservi par certains modes de transport. Et puis on peut aussi se poser le problème des conséquences environnementales. Certains modes de transport sont générateurs de pollution, d'encombrement de l'espace, d'accidents, de bruit, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait, en fin de compte, si on l'additionne, des transports qui ne sont pas forcément pour tous et qui sont issus de décisions qui parfois n'ont pas été des décisions pour tous. On pourra y revenir plus tard. Je veux bien compléter. En fait, il y a des choses qui se font. Nous, on a développé, on va l'ouvrir très prochainement, des fonctionnalités dans notre application pour faciliter la vie des personnes malvoyantes qui ont des smartphones.
Souvent, elles ont des applications spécifiques dans leur smartphone qui leur permettent de dicter un certain nombre de choses. Enfin, ça dépend de leur degré de handicap visuel. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas développé au début. Progressivement, on s'adapte aux problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Et là, l'exploitant, en l'occurrence localement dans le sud-ouest, nous a fait remonter cette problématique-là. Et du coup, on a développé une fonctionnalité qui permet à l'usager qui l'active au moment de l'installation, en fait, quand il secoue son smartphone, de lui indiquer l'information cœur pour se déplacer, qui est où est l'arrêt le plus proche, quand passe la prochaine ligne, est-ce que c'est le bus de la ligne 1, 2, 3, et à quelle heure, etc. Voilà. Donc les technologies permettent aussi de faire des choses de ce type-là. Dans la future version aussi qu'on va ouvrir, il y aura des choses autour de... vous avez tous remarqué que dans la plupart des véhicules, pas tous encore, mais dans la plupart des véhicules, il y a souvent une place pour personnes à mobilité réduite, donc grosso modo pour mettre un fauteuil. En général, ça va rarement au-delà d'une place par véhicule. Et quand on est handicapé, en fait, c'est super galère, genre l'hiver, il fait -5, -10, ou il tombe des cordes, de descendre à un arrêt de bus qui est plus ou moins abrité, et d'attendre dans son fauteuil et puis d'arriver et de se rendre compte que la place est déjà prise. Statistiquement, il n'y a pas énormément de chances que ce soit le cas, mais quand c'est le cas, c'est une grosse pénibilité en tant qu'usager. Donc en fait, ce qu'on a ajouté en fait dans notre application, c'est la possibilité pour les personnes qui sont usagers de ce transport-là dans chaque véhicule, à travers l'application, d'indiquer est-ce que la place pour personnes à mobilité réduite est déjà prise ou non. Voilà. Il faut qu'elle existe au départ. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser aux intervenants à travers Romain, si quelqu'un qui ont des questions à déposer sur la mobilité pour tous? Aucune? Du coup, moi j'ai une question, enfin le WooClap a une question, donc ça s'adresse à vous trois, je pense. Des candidats de la mairie de Clermont proposent la gratuité, notamment le week-end, des transports en commun. Selon vous, est-ce vraiment réalisable ? Je vous laisserai répondre après en tant qu'universitaire. Moi, je regarde des trucs très simples à notre niveau. C'est qu'est-ce qui se passe sur les vélos quand on les met gratuitement. Elle est facile la réponse. À Clermont-Ferrand, on fait fois X milliards de % le jour où on passe gratuitement, enfin gratuit. Le jour où l'agglomération prend à sa charge les abonnements annuels et 30 minutes gratuites. On est installé à Vichy avec MyBus. À Vichy, on a 30 minutes gratuites. Les 30 premières minutes sont gratuites, pardon. Et on a eu une courbe d'adhésion des personnes qui téléchargent notre application qui a été très très rapide. Dans d'autres pays, non. Mais dans d'autres régions, on est resté à 10 minutes gratuites et les courbes étaient un petit peu différentes. Il y a un vrai impact de la gratuité sur le vélo en tous les cas. Sachant que contrairement au bus, le vélo c'est... contrairement au bus non, mais le vélo est encore moins rentable que le bus et globalement qu'on paye 1 € de l'heure ou 2 € de l'heure, de toute façon le vélo sera pas rentable, même le Vélib à 4 € de l'heure, de toute façon c'est pas rentable. C'est déjà un vrai service public. Du coup le mettre gratuit ou pas sur la première demi-heure, globalement ça change pas grand-chose pour la collectivité. Par contre en termes d'usage, ça n'a rien à voir. Clermont sont passés de 10 000 abonnés à 30 000 abonnés en 4 mois, 6 mois je crois. C'est dommage qu'il n'y ait personne du SMTC. Et en nombre de courses, septembre de cette année par rapport à avant la gratuité, ils sont passés de 7 000 à 27 000 sur le mois de septembre avec des courbes météo à peu près équivalentes. Donc on fait des courbes, des sauts d'utilisation qui sont démentiels. Ça abîme les vélos. Mais par contre, en termes d'usage, ça a un vrai gros impact. Après, sur les bus, là, je ne maîtrise pas la question. Bien, alors cette question de la gratuité, effectivement, c'est un des grands enjeux des prochaines élections à Clermont, comme dans bien d'autres villes, dans presque toutes les villes d'ailleurs. Alors, il y a déjà des villes qui pratiquent la gratuité en France. Alors, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que le prix du ticket que vous payez lorsque vous prenez un bus, un tram, un métro, selon la taille de la ville, ça couvre à peu près entre 5 et 20% des dépenses du réseau de transport collectif. Donc ça veut dire que si on est sur un petit réseau comme Moulins, Vichy, on va être à 5-7% de taux de couverture. Si on est sur Clermont, on va être un petit peu plus, peut-être proximité de 20%. Il faudrait quelqu'un du SMTC pour le confirmer, mais c'est ces ordres de grandeur-là. Ouais, mais plus la ville est grande, meilleur est le taux, mais bon. Donc ça veut dire que si on passe à la gratuité, on ne se prive pas de 100% des recettes, mais on se prive de
5 à 20% des recettes. Il faut enlever là-dedans le fait qu'on n'a plus de billetterie, qu'on n'a plus de contrôle, qu'on n'a plus de bornes de vente, etc., etc. Donc en fait, le gain est faible, hein, et donc la gratuité ne coûte pas très cher à la collectivité. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est qu'évidemment, on augmente la fréquentation du transport collectif, mais on augmente celle du vélo, on augmente, dès que c'est gratuit, les gens ont une appétence, évidemment. Donc, on augmente la fréquentation, mais il ne faut pas penser que ça se substitue à l'automobile. Ça se substitue beaucoup, en fait, en ville à la marche à pied, parce que les gens, au lieu de marcher à pied sur une interstation, ils vont monter dans le bus, redescendre, remonter, redescendre. Et c'est surtout au détriment de la marche à pied, ce qui pose un problème lorsqu'on aborde le volet santé, mobilité. Et donc ça, c'est un inconvénient. Les avantages, c'est que ça efface la tarification sociale. Et il a été démontré sur les réseaux qui ont mis en œuvre cette gratuité, qu'en fait, lorsqu'on pratique une tarification sociale pour les personnes âgées, pour les chômeurs, pour les jeunes, etc., on stigmatise un petit peu quelque part le transport collectif. Et donc, en le stigmatisant, on fait fuir une partie de la clientèle qui ne veut pas s'identifier à ce transport-là, qui est jugé comme un transport du pauvre. Qui est jugé. Dès qu'on passe à la gratuité, on voit revenir au transport collectif une catégorie de population qui ne fréquentait plus le transport collectif. Donc en fait, vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients. Et au-delà, il y a une philosophie. Quand vous êtes en ville, vous ne payez pas la route directement sur laquelle vous roulez, vous ne payez pas le trottoir sur lequel vous marchez. Pourtant, quelqu'un le paye, la collectivité, via les impôts, via des financements divers et variés. Donc c'est avant tout une philosophie, il n'y a pas une vérité en disant c'est bien ou c'est mal, hein, mais il y a une vision des choses pour le passage à cette gratuité. Alors, j'avais pas prévu de le dire, mais vous m'avez tendu la perche sur le côté appréhension des gens qui ont une tarification sociale, de la demander, etc. Les outils informatiques permettent justement de gommer ça, parce qu'on ne s'affiche pas comme soit demandeur d'emploi, etc., qui peut gêner certaines personnes en boutique. Tiens, voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que le digital, c'est un effet de bord positif. Sur la gratuité, il y a une étude qui a été faite par un groupe mixte, je crois Parlement et Sénat, là, dont les résultats sont sortis fin 2019. Qui était multiparti, ça allait de la gauche à la droite, au centre, etc. Et il y a un certain nombre de constantes qui ressortaient, donc vous avez tout à fait raison sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je voudrais compléter par rapport sur un ou deux points. Mettre un réseau de transport gratuit, il faut déjà que le réseau de transport ne soit pas saturé. Parce que si ça fait un appel d'air, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous mettez un réseau gratuit, spontanément, il y a beaucoup notamment de piétons qui vont pas tant d'automobilistes que ça, mais qui vont aller dans les transports. Donc si vous avez déjà un réseau de transport qui est gratuit, vous allez saturer, vous allez avoir des gens qui vont être irrités et qui vont lâcher l'affaire. Donc il faut, avant de passer à la gratuité, il faut être sûr de bien dimensionner son réseau de transport physique, quoi. Avoir les bons véhicules en nombre, en fréquence, etc., etc. Ça c'est un point qui était ressorti, qui était très important. Et puis, là où ça paraissait être le plus pertinent, justement, c'est vous disiez le taux de couverture des frais de fonctionnement d'un réseau de transport par les recettes, donc ce qu'on paye nous quand on est usager. En moyenne en France, les recettes commerciales, donc ce que les gens achètent en titre de transport, couvrent entre 5 et 20. Moi j'avais entre 15 et 20, mais ça dépend. Il y a des petits réseaux, ça descend vraiment à tout petit réseau, ça descend bas. Sur Lyon, qui est un des réseaux qui couvre le plus, on doit être aux alentours de 40-45% des achats de titres de transport couvrent les frais. Mais ça reste une exception en France. On pourrait revenir un petit peu plus tard si on veut. Mais du coup, le transport gratuit était d'autant plus pertinent dans les réseaux où le taux de couverture était très faible. Parce que si les recettes commerciales font un énorme trou dans le budget de la communauté, parce qu'il faut quand même payer les conducteurs, il faut continuer de payer les investissements dans les véhicules, et en général même plus de véhicules parce qu'il y a une plus forte demande, il faut continuer d'entretenir les routes, les quais, le tram, etc. Donc si vous faites un trou, ce que vous enlevez d'un côté, à un moment il faut le mettre quand même de l'autre. Donc les réseaux où les recettes commerciales représentent pas énormément, c'est d'autant plus intéressant, d'un certain point de vue, de passer à la gratuité sur ces réseaux-là. Et juste sur Clermont-Ferrand, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais les recettes commerciales sur le réseau de Clermont-Ferrand, ça doit être aux alentours de 13 ou 14 millions d'euros, je crois. 15 ou 15, ouais.
Ouais, c'était peut-être. Ouais, bon, alors, une quinzaine, donc j'étais un petit peu en dessous. 15, oui. Et les recettes commerciales, c'est donc ce que les usagers payent à Clermont-Ferrand, c'est 15 millions d'euros. Donc si vous mettez la gratuité totale sur le réseau à Clermont-Ferrand, ça veut dire que ces 15 millions d'euros qui venaient de la part des usagers, il faudra les trouver ailleurs. Voilà. On en fait ce qu'on en veut, je vous donne l'info parce qu'elle est vraie. Voilà. Et très souvent, ce qui est fait, à part sur les tout petits réseaux, mais souvent ce qui est fait, c'est des gratuités partielles. Gratuité le week-end, par exemple, ou voilà, sur certains horaires ou des tarifications particulières. Peut-être sur le financement du réseau, parce que derrière gratuité, il y a financement. Donc on a parlé de la part de la billetterie, ce que vous payez quand vous achetez des billets. Mais en fait, effectivement, une autre partie est financée par la collectivité, donc les agglomérations, les communes, etc. Une autre partie, une partie essentielle, est financée par ce qu'on appelle le versement transport. C'est en fait une taxe qui est prélevé sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés. Et donc, en fait, la collectivité qui gère le système de transport local a la possibilité de moduler un pourcentage de ce versement transport, hein, donc de l'augmenter ou de le diminuer jusqu'à un certain plafond. Et donc évidemment, les entreprises ne sont pas forcément très favorables à ce qu'on augmente ce versement transport, vous en doutez, mais certaines villes sont déjà à ce plafond, hein, au plafond quasiment. Hein, et donc on ne peut pas aller au-delà. Comme il a été dit, les 15 millions d'euros qui manqueraient, il faudrait les trouver ailleurs. Hein, voilà. Et c'est là qu'on intervient pour que les sociétés acceptent de payer cette cotisation. C'est de mettre des vélos à la sortie de leurs entreprises pour emmener leurs salariés dans les stations de tram et de bus, et qui est aussi nous chez Kobo, on a tendance à avoir un peu parce que le vélo, on sait bien que c'est nouveau, il faut mettre des stations, il faut mettre des routes, il faut mettre tout un tas de choses. Il faut sécuriser, mettre de la lumière, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un peu difficile pour plein de collectivités d'investir de l'argent dans les vélos parce qu'on ne voit pas le retour direct. Et du coup, on communique autour de ces services-là comme un vrai service public. Et du coup, la gratuité, elle vient aussi dans ce truc-là. Il faut voir le transport peut-être plus encore comme un service public réel. Et plus il y a de gens dans les bus, et ça, c'est rebondir sur le point d'après, mais plus il y a de gens dans les bus, moins on transporte des fauteuils vides aussi, et du coup moins on consomme du pétrole pour rien. Il faut aussi rééquilibrer le truc. Perdre 15 millions d'euros à Clermont-Ferrand, si on arrêtait de transporter la ligne C là, qui est pleine de vide, je pense que ce serait pas mal. Faut pas oublier qu'un bus ça fait plein de tonnes pour transporter 10 personnes de 70 kg. Sur un vélo ça fait 17 kg, et on met un mec de 70 kg, le rapport est quand même plus efficace. Voilà, même s'il y a une batterie. Hein. Donc il y a quand même ce côté service public qui est important à mon sens, et la gratuité des fois faudrait alors après dans les grandes villes on est sur d'autres problématiques, mais nous qui cherchons plutôt des villes de taille moyenne et petite, c'est souvent un élément qui est important du vrai service public qu'il faut ramener au milieu, et du coup le prix peut-être le voir un petit peu après quoi. Je vous remercie pour vos interventions. Alors comme vous l'avez évoqué, nous avons le thème suivant qui va approfondir un peu ce que vous avez commencé à dire. Est-ce que tout d'abord il y a d'autres questions entre-temps qui sont arrivées concernant ce thème-là? Non? Si. Romain, je te laisse passer le micro. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gratuité du coup des transports, et notamment que ça marchait beaucoup pour les piétons. C'était surtout eux qui prenaient les transports en commun quand c'était gratuit. Et comment vous pensez, par exemple, on parle beaucoup des voitures, mais comment amener les automobilistes à prendre les transports en commun ? Nous, quand on a une réponse du terrain, quand on monte des stations, on est au milieu de la rue, on est 5-6, on a des perceuses dans les mains, et puis les gens viennent nous demander ce qu'on fait, on leur dit qu'on va mettre des vélos, il y a plein de gens qui nous disent « Oh, c'est des vélos électriques, super, je vais laisser ma voiture au garage ». Et nous, ce qu'on voit, c'est que déjà, plus on met de vélos, plus on a de cyclistes, bizarrement. Une ville comme Vichy, il y avait 0 vélo dans Vichy auparavant, je ne sais pas si vous connaissez Vichy, mais Vichy, c'est une ville thermale avec historiquement plein de personnes âgées.
Maintenant, il y a plein de familles normales avec des enfants qui courent dans les parcs. Par contre, il n'y avait pas de vélo il y a un an, enfin très peu. Depuis que l'Agglo a installé un service de vélo en libre-service associé à des vélos en longue durée, on voit plein de vélos dans la rue et les gens, ce qu'ils réclament, c'est plus des places de parking, c'est des arceaux pour garer leurs vélos. Et il y a un vrai truc de substitution. Alors, je suis pas un universitaire, du coup, je sais pas l'expliquer, mais il y a un vrai truc de substitution, en tous les cas avec le vélo. À dire, je vais laisser ma voiture parce qu'il fait beau, parce que plein de choses, on met pas tous des kawaii pour faire du vélo, mais il y a un vrai truc de substitution dans est-ce que je passe 15 minutes dans un bouchon ou est-ce que je passe 15 minutes à rouler? Est-ce que, comme moi tout à l'heure, je prends le risque d'être en voiture et de mettre, au lieu de 15 minutes, mettre 20 minutes, alors qu'en vélo, je sais que je vais mettre 15 minutes, c'est sûr, parce que de toute façon, personne va m'arrêter sur la route. Et il y a à la fois le côté, pour nous en tous les cas sur le vélo, il y a le côté rassurant du vélo qui vous emmène toujours à la bonne heure au bon moment. En vélo, sur Twitter, là, il y a plein d'expressions rigolotes, comme en voiture, si je pars en retard, je suis sûr d'être en retard. À vélo, si je pars en retard, je suis presque sûr d'être à l'heure, quoi. On est toujours à l'heure quand on est à vélo, et aujourd'hui j'étais en voiture, j'étais en retard. Voilà. Et il y a ce vrai truc, en tous les cas, nous, sur le transfert vélo vers voiture, il y a est-ce que je suis à moins de 3 km, entre 3 et 5 km en tous les cas? Là, on peut commencer à parler vélo. Est-ce qu'il fait beau? C'est la deuxième option qui est quand même la première. Et est-ce que j'ai un vélo à disposition très proche de moi? Et si c'est le cas, les gens ont tendance à prendre le vélo assez facilement, même contre les transports en commun classiques, qui sont effectivement associés à une image un peu populaire qui ne plaît pas à tout le monde. Oui, alors sur cette question de faire passer les automobilistes à autre chose, c'est vraiment le problème de fond. Et vous mettez le doigt là où ça fait mal. Hein. Donc, en fait, depuis les années 50, on a vendu la voiture comme étant symbole de liberté, d'émancipation pour les jeunes, et puis d'appartenance sociale pour les moins jeunes. J'ai une grosse voiture, je suis quelqu'un de bien. Le nombre de 4x4 et de SUV a doublé ces 4 dernières années. Et essentiellement en milieu urbain pour des trajets de moins de 2 km. Donc on continue à utiliser massivement la voiture. Le nombre de kilomètres par Français a augmenté alors qu'il baissait jusqu'en 2008-2010. Il a réaugmenté ces 4-5 dernières années. Donc ça veut dire que contrairement à ce qui nous semble, il y a un mouvement de fond qui n'est pas bon. Hein, il y a une reprise des gaz à effet de serre, il y a une reprise, etc., d'indicateurs qui sont mauvais. Ça veut dire que les comportements, certes, ils peuvent évoluer auprès de certaines catégories de population, dans certains milieux, dans des centres urbains. Moi, je suis optimiste. Oui, mais bien sûr, mais je vais vous dire que je suis optimiste après. Là, d'abord, je commence par être pessimiste. Mais les indicateurs, jusque-là, sont mauvais. Et donc ça veut dire qu'il faut être vigilant parce qu'on continue sur la lancée. On n'a pas une inflexion notable dans tous les indicateurs que l'on voit aujourd'hui. Il y a des séries statistiques qui sont publiées tous les ans qui s'appellent les comptes transport de la nation. Je vous invite à vous y référer. Ils sont en ligne sur Internet et vous verrez que les indicateurs sont pas bons du tout. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a la puissance des médias, il y a la puissance des lobbies de l'automobile. Ouvrez une page Internet, ouvrez une page YouTube, ouvrez un magazine, vous verrez toujours des pubs de bagnoles, ça n'arrête pas. C'est quelque chose qui est très puissant et qui est bien plus puissant que des startups qui sont certes efficaces, mais qui n'ont pas le pouvoir de communication de ces grands lobbies automobiles. Alors, le problème, c'est qu'il faut changer les images, il faut arriver à faire comprendre aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Alors, vous voyez, on a partiellement réussi dans un autre domaine, je pense par exemple à celui des ordures ménagères. Aujourd'hui, recycler, mettre le verre, le plastique, composter, etc., on sait ce que ça veut dire. Et c'est pas parfait, mais beaucoup de gens le font. En matière de mobilité, aujourd'hui, prendre sa voiture, c'est indolore. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas combien ça nous coûte. Si je vous demande aujourd'hui quel est le coût au kilomètre, je pense qu'aucun est capable de le dire. Hein. Alors je peux vous le dire, c'est 0,282 €. Donc à chaque fois que vous ferez un kilomètre, vous le calculerez. Et puis ça, c'est ce qui sort de votre porte-monnaie. Et puis ensuite, il y a les coûts planétaires. Tout ce que vous faites en matière de bruit, en matière d'émissions à gaz à effet de serre, en matière d'accidents, en matière d'encombrement. Quand vous laissez stationner une voiture sur la voirie publique, elle tient de la place, c'est de la place qui n'est pas occupée par autre chose, etc., etc. Toute l'énergie qu'il faut pour la construire, pour la recycler, tout ça, ça fait partie des coûts. C'est pas vous qui les supportez, c'est la planète. Et donc si
on sensibilise les gens à ce qu'ils sont en train de faire et aux coûts qu'ils génèrent avec leur automobile, déjà, ça va les amener à réfléchir. Et c'est là où je deviens optimiste, c'est qu'à partir du moment où on a réfléchi, où on a commencé à se dire, bah oui, moi, ça va pas du tout ce que je suis en train de faire, on va passer à autre chose. Alors, prenons le vélo, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont une certaine sympathie pour le vélo, mais il y a toute une difficulté à basculer. Parce que basculer, c'est passer de son automobile où on est dans une carapace, où on est protégé, etc., et à quelque chose qu'on ne connaît plus. Même si on sait faire du vélo, on ne sait pas forcément faire du vélo en ville. C'est quelque chose qu'il faut réapprendre. C'est difficile parfois pour certaines personnes. Et donc là, il faut des actions de sensibilisation. Par exemple, des bus, des écoles, des vélos-écoles. Hein, ça existe, des associations s'en occupent. On peut aussi circuler en peloton. Il y a ce qu'on appelle des trajets qui sont à horaire, etc. Dans certaines villes, des bus cyclistes où les gens se ramassent les uns les autres pour faire masse et se sentir moins exposés à la menace des véhicules à moteur. Donc en fait, il y a souvent ce problème de basculement de l'individu qui a l'habitude de l'automobile. Et cette habitude, elle est extrêmement néfaste parce qu'elle devient complètement transparente. On va prendre sa voiture pour faire 50 mètres, on va prendre sa voiture pour conduire son enfant à l'école pour faire 200 mètres alors qu'il pourrait très bien y aller tout seul, etc., etc. Et donc, il faut sensibiliser, mais on n'y est pas encore, on en est encore très très loin. Sur les pubs auto, il y a de plus en plus de vélos. En arrière, il y a toujours un vélo. On traite une partie du thème d'après. Enfin, voilà, mais c'est pas. Ouais, allez-y. Et puis du coup, ça me permettra de répondre. Oui. Alors du coup, selon vous, c'est plutôt l'aménagement le souci. Enfin, est-ce qu'il y a assez d'aménagement ou y en a-t-il pas assez? Ou c'est plutôt l'exposition au risque qui freine vraiment l'utilisateur à prendre son vélo justement? Je redis ce que je... Enfin, je pense qu'il y a un truc qu'il faut... vous faites un tour dans la rue, des gens qui sont dans leur bagnole avec leurs gosses et vous leur demandez pourquoi ils sont pas sur un vélo, ils vont vous dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables. Voilà, c'est une certitude. Par contre, si vous êtes 4 au milieu de la route, moi je le fais avec mes enfants, personne vous double et puis ils peuvent klaxonner, hein, ça les occupe, moi ça me dérange pas. Il faut aussi assumer ce truc-là. Ça c'est parce que je suis grand, je suis vieux, tout ça, voilà. Et je fais du vélo depuis longtemps. Par contre, ce qui est certain et ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas demander à une collectivité de dérouler. Alors, je sais pas ce que ça représente à la hauteur de Clermont-Ferrand, mais de déployer X dizaines de kilomètres de bandes cyclables sécurisées, avec un flic à chaque début de piste cyclable, parce qu'il faut pas que les bagnoles rentrent dessus, et encore moins les scooters. Le problème, c'est que c'est les flics en moto qui sont sur la bande cyclable, de toute façon, donc voilà, et qui se garent dessus. Du coup, ça, vous pouvez pas le gérer. Le seul truc qu'on est capable de gérer, c'est que, et c'est ce qui se passe un peu à Clermont quand même, malgré tout, c'est que plus vous donnez accès plus vous mettez de vélos dans la rue, plus vous mettez de places réservées aux vélos, plus ça se transforme et plus il y a de cyclistes. Et à mon sens, c'est les cyclistes qui obligent les collectivités à installer du matériel. Alors je sais pas s'il y a des gens de les collectivités, mais c'est pas forcément inné de le faire comme ça, mais si on met pas à disposition du matériel, vous le faites pas. Et si on met pas des terrains de sport au milieu des villes, les gens ils vont pas courir, quoi, parce que courir, et c'est exactement le même principe. Et je reviens sur l'exemple de Vichy. Et il y a un an, on met 36 vélos, et là j'étais en retard parce que j'étais à Vichy, et ils veulent en rajouter 15, alors que c'est censé être une ville de vieux qui il se passe rien, machin. Et en fait, les gens ils font du vélo toute la journée, et parce que ils ont des vélos à disposition, des bons vélos, des vélos électriques, des machins. Il faut juste mettre à disposition des gens le matériel qui leur permet d'y aller. Et après, comme Clermont le fait, en l'occurrence, le code de la rue, toutes ces choses-là viennent après, en plus, sécuriser un environnement. Par contre, c'est sûr que si on pose la question aux commerçants du centre-ville de dire on va mettre une piste cyclable, on va enlever des places de parking, les mecs ils vont grogner. Par contre, il faut avoir aussi, après, quand on passe là-dessus, une force publique qui est capable d'assumer le fait que pendant 6 mois, effectivement, la place de parking qui manque devant chez le boulanger, ça va peut-être le faire grogner un peu. Par contre, dans toutes les villes du monde, encore une fois je me tourne vers l'universitaire, mais dans toutes les villes du monde où on a commencé à fermer des rues, on a commencé à enlever des places de parking, à mettre des zones 30, bizarrement, les gens ils reviennent, ils vont au bistrot avec leurs gamins, qui jouent au ballon, ils prennent leur vélo, et en fait prendre le vélo dans la ville c'est hyper cool. Enfin,
t'arrêtes au magasin, t'as pas besoin de mettre 10 balles dans le machin. Enfin, tout s'enchaîne et après, on achète un Kawaii et puis ça roule, quoi. Oui, alors pour compléter, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a pensé à un moment donné qu'il fallait séparer les flux, c'est-à-dire mettre un trottoir pour les piétons, une piste cyclable, un réseau de transport en site propre, bus ou tram, etc., et une route. Sauf qu'en ville, ça marche pas parce qu'on n'a pas la place. Et on a la place sur des grandes voiries périurbaines, mais sinon on n'a pas la place. Aujourd'hui, on s'achemine beaucoup plus vers des espaces partagés. On prend la notion de voirie partagée. Et on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on enlève tout. On enlève la rue, on enlève le trottoir, éventuellement on fait passer la ligne de tram, etc. Et on laisse les gens se débrouiller entre eux et entremodent les piétons, les vélos, en limitant la vitesse à 15, 20, 30. Et c'est très efficace. Parce que quand vous êtes un automobiliste et que vous vous aventurez dans une rue où il y a une ligne de tram, où il y a des piétons, où il y a des vélos, en principe, vous ne le faites pas deux fois. Et donc, c'est même pas la peine d'interdire à la circulation, ça marche tout seul. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, cette voirie partagée, et beaucoup de villes se lancent maintenant là-dedans. Alors, sur les effets induits qui ont été mentionnés, et ça, c'est très important aussi, c'est pareil, dans les années 80, les premières villes à tramway les premières villes qui ont souhaité réadopter le tramway, à savoir Nantes, Grenoble et Strasbourg, ont soulevé des tollés de la part des commerçants en disant vous allez nous vider les centres-villes, et toutes les études ont montré le contraire depuis. Au contraire, les gens reviennent dans les centres. À chaque fois qu'on enlève la voiture, qu'on remet du transport collectif, du vélo, des piétons, on a une animation du centre-ville qui se recrée. Et il y a eu, encore il n'y a pas longtemps, des élections municipales qui ont été perdues sur ce sujet. À chaque élection municipale, quand une municipalité se lance dans un projet de tramway, souvent elle perd, et celle qui remporte face à elle continue le projet de tramway. Donc c'est assez paradoxal, mais en fait, c'est une évidence maintenant, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce bruit de fond en disant voilà, ça va pas marcher. Mais ça marche très bien d'enlever la voiture dans les centres-villes. La transition sur notre deuxième thème s'est faite naturellement, c'est parfait. Je vous propose de faire une petite pause, nos intervenants, pour introduire donc notre deuxième thème, qui est la mobilité durable. Donc, comme pour le premier thème, vous l'aurez compris, je vous invite à reprendre vos téléphones sur WooClap. Le code est toujours le même, et nous avons également 2 questions. Donc, je laisse Bastien, je te laisse dire la première. Donc la première question de notre thème sur la mobilité durable, qui est quelle part représente le trafic routier dans les émissions d'oxyde d'azote. Donc voilà, il y a 4 propositions, 18%, 35%, 59% et 72%. Donc voilà, vous avez encore, comme tout à l'heure, on ne change pas, une trentaine de secondes pour répondre. On vous laisse répondre et je vous donnerai une réponse. Donc je pense qu'une bonne partie a répondu, donc la réponse est 72%. Donc je vous explique, le trafic routier représente 72% des émissions d'oxyde d'azote et s'avère le premier contributeur aux émissions de particules. La deuxième question, qui est du coup, en 2016, combien de kilomètres de pistes cyclables comptait Clermont-Ferrand ? Vous avez une idée, monsieur Lebrumand ? Comment ? Elle est facile ? Ah bon, on verra au taux de réponse alors. Alors, on a une majorité de réponses avec une majorité de réponses justes. C'était bien 60 km. Sur la période 2019-2028, il est prévu la mise en œuvre d'un réseau d'infrastructures cyclables de 365 mètres carrés au total. Donc maintenant, nous allons parler de notre thème numéro 2, qui est la mobilité durable. Donc je m'adresse tout de suite aux intervenants. Et selon vous, quelle
qu'est-ce que la mobilité durable? Et l'adjectif durable évoque-t-il la mobilité elle-même ou les moyens utilisés? Donc voilà, je m'adresse aux intervenants. C'est pas une question facile, mais... Alors, je fais une pirouette, je ne réponds pas directement à la question, mais comme ça rentre dans le thème, ça permettra de répondre en partie enfin, d'apporter des petits éléments de réponse à la première question de tout à l'heure. Voilà, moins de voitures, on parle un peu de mobilité durable aussi, donc on reste dans la même thématique. Il y a des choses qui sont faites il n'y a pas de recette miracle pour enlever les voitures des villes. On a donné un certain nombre de pistes, des choses qui sont faites par ailleurs. C'est des problématiques que rencontrent énormément de villes, surtout les villes de taille significative. Mais il y a des choses type tarification incitative, soit pour aller se garer sur des parkings un petit peu à l'extérieur. Par exemple à Clermont, si vous allez vous garer sur des parkings relais qui sont soit, vous en avez à la Pardieu sur la ligne de tram, soit vers le rond-point des Pistes chez Michelin, vous avez une tarification spéciale pour laisser votre voiture garée une demi-journée, une journée, et le titre de transport inclus, avec une tarification qui est très incitative. Voilà, donc ça on le retrouve dans beaucoup de villes, de plus en plus, pas assez. Et on se rend compte qu'en fait, très souvent, enfin, ça dépend des endroits, mais très souvent, ces parkings-là sont très vite pleins. Le problème, c'est que des parkings comme ça, ça coûte cher. Ça coûte cher à fabriquer, très très cher. Et ceux qui sont à peu près bien pensés, avec un réseau de transport derrière qui permet, avec une grande fréquence et une capacité d'avaler beaucoup de personnes pour les emmener jusqu'à la fin de leur voyage en centre-ville principalement, on se rend compte qu'en fait, ça coûtera une fortune. Donc en fait, c'est une solution, mais qui est temporaire sur une petite partie de la problématique, mais qu'il faut quand même mettre en œuvre. Ensuite, il y a des tarifications aussi spécifiques. Alors nous, on est en train de travailler sur ça avec des opérateurs de parking. Il y a des agglomérations qui pensent, il y en a certaines qui l'ont décidé d'ailleurs, qui font des tarifications spécifiques pour mettre certains parkings moins chers à certains moments de la journée ou certains jours de la semaine. Certains jours ou certains moments sont très engorgés en centre-ville, on veut moins de voitures en centre-ville, donc on fait des tarifs un peu plus chers pour les parkings en ville, voire même beaucoup plus chers, et beaucoup moins chers pour des parkings qui sont un peu excentrés, qui sont à côté d'un certain de réseau de transport, de bus à haut niveau de service, de lignes de métro, etc. C'est une solution d'avenir qui est en train d'être testée, qui est en train d'être mise en œuvre. Et les solutions digitales permettent de le faire, parce que deviner en temps réel quand on est dans sa voiture, savoir quel parking est le moins cher, à peu près sur ma route, où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Si vous n'avez pas un smartphone, une appli qui est bien pensée, et aujourd'hui il y en a très peu. Nous on commence juste le travail sur ça avec, nous on s'occupe des transports urbains. Donc ce qui nous intéresse, c'est quand on a des collectivités qui cherchent des solutions de ce type-là pour rendre leur ville plus respirable, etc. Donc moins de voitures, et notamment les voitures polluantes. Je parlerai un peu des véhicules électriques après. Donc ce type de solutions-là, en fait, elles sont intéressantes, mais elles commencent juste d'être touchées du bout du doigt, et des acteurs comme nous qui apportons une partie de la solution, c'est-à-dire informer les gens en temps réel de tu pars de tel endroit, sache que maintenant, là tout de suite, si tu t'arrêtes à 2 km du centre et que tu te mets dans tel parking, ton parking plus ton transport, ça va te coûter 3 €, alors que si tu allais en centre-ville, ton parking tout seul te coûterait peut-être 10 €, j'en sais rien. Voilà. Ça, c'est des choses supplémentaires, c'est des petits plus qui peuvent inciter à moins de voitures dans les villes. Après, vous avez les tarifications, en cas de pic de pollution. En fait, on a un certain nombre de villes en France, en général les moyennes ou grandes villes, qui mettent en place des tarifications spécifiques sur les transports urbains, voire même la gratuité. Donc nous récemment on s'est déployé sur Nancy par exemple typiquement, donc ils ont des titres, alors je me souviens plus du nom parce que chaque titre pollution a des noms bien particuliers, mais c'est un moyen quand il y a des pics de pollution aussi de réduire le nombre de véhicules à moteur thermique principalement qui viennent dans les villes, en incitant à avoir avec des tarifications spécifiques, dynamiques, de la veille au soir pour le lendemain, des tarifications incitatives. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu la thématique de mobilité durable. Et puis, juste un dernier point, j'aurai peut-être d'autres points, mais je vais vous laisser la parole après, mais sur un effet de bord, tout bête, mais quand vous achetez vos titres de transport, version papier, alors les cartes aussi ça pollue, une carte magnétique, des puces, il faut les fabriquer, etc. Mais nous, chaque mois, MyBus, pour l'instant, on est un nouvel acteur, on vient juste de se lancer en France. Voilà, on n'a pas la prétention de vendre autant de titres de transport que peuvent le vendre des acteurs sur Paris, par exemple. Mais ça représente déjà plusieurs dizaines de milliers de titres papier par mois qui ne sont pas imprimés et qui ne sont pas achetés, qui ne sont pas recyclés, etc. parce que les gens utilisent notre application.
Voilà. Et on est quelques acteurs en France à faire ça. Donc il y a mine de rien un impact important. Par rapport au durable, alors le vélo c'est facile. Sans être militant, alors le vélo, est-ce que c'est durable? Est-ce que le vélo électrique est la solution? Si c'est la solution, qu'est-ce qu'on fait des batteries? Tout ça, on peut en parler pendant des heures et des heures. En tous les cas, une bagnole, ça fait 112 grammes au kilomètre, et moi je fais une batterie tous les 4 ans à peu près. Donc globalement, en plus on les envoie en Inde, du coup c'est pas grave. Non, je rigole. En tous les cas, il y a des vraies structures, il y a des vraies startups pour le coup qui se montent sur le recyclage des batteries et tout. Et je pense qu'on va s'en sortir sur les véhicules électriques en tous les cas, même si la différence tout de suite, elle est peut-être pas complètement aboutie. Pardon. Je pense que la différence, elle va vraiment exister. Après, une fois qu'on a évacué le problème du matériel, le côté durable, il va se faire sur les infrastructures. Une voiture à l'arrêt, ça occupe 12 mètres carrés. Il faut une place qui fait entre 12 et 15 mètres ou 18 mètres carrés, je sais plus. En mouvement, c'est entre 20 et 30 mètres carrés à peu près que ça utilise une voiture. Si on revient sur un vélo, pour un vélo, il faut à peu près 2 mètres carrés. Un bonhomme, il faut à peu près 1 mètre carré fixe. Et quand on roule, on est à peu près à 5 mètres carrés pour un vélo. Et voilà. Du coup, en termes de place, on peut mettre beaucoup plus de monde en déplacement sur la même superficie. Du coup, on a besoin, pour parler de voiries qui sont complètement différentes, donc moins d'enrobés, moins de toutes ces choses-là. Et puis encore une fois, quand vous mettez un couple vélo plus bonhomme, on arrive vaguement autour des 80 kg. Et une bagnole, on est forcément autour des 2 tonnes. Du coup, il ne faut pas les mêmes types de voiries. Encore une fois qu'on a éludé ça, il y a la question de la mobilité durable dans les villes, la réponse au plan climat qui est imposée aux collectivités, etc. Et le vélo est un début de réponse à ces problématiques-là, de moins engorger les villes. Après, ce matin, on était sur une discussion pour mettre des vélos à Enza, expliquer à un type à Enza qu'il faut qu'il prenne son vélo pour venir bosser à Clermont ou à Rion. Moi, je veux bien être militant, je veux bien aimer bien les marchands de vélos. C'est un peu compliqué à expliquer, quoi. Du coup, il faut quand même déjà avoir dans la mobilité durable, le raisonnement dont on parlait tout à l'heure, d'accord, tu prends ta voiture pour aller bosser tous les matins, par contre, tu vas peut-être pas chercher ton pain avec ta voiture. C'est peut-être un élément. Puis le dernier élément sur lequel moi je pense qu'on peut avoir le plus d'impact, c'est sur le rôle, en tous les cas, du vélo, et là je redeviens très militant, c'est... quand on transporte des gens dans sa voiture, on les asservit à leur voiture et on a besoin d'une voiture pour tout faire. Jusqu'à 18 ans, on n'a pas le droit de conduire tout seul. Du coup, on est complètement associé au pilote de la voiture. En vélo, à partir de 8 ans, on peut en faire tout seul dans la rue, on prend de l'autonomie. Et je trouve que c'est un truc durable et un vrai truc durable. Et j'aime bien cette idée-là. Voilà, donc faites du vélo parce que c'est vachement mieux pour la nature et c'est vachement mieux pour vos enfants pour qu'ils se développent bien. Alors, sur le développement durable, il y a en fait 3 axes à décliner. D'abord l'axe social, je commencerai par celui-là parce qu'on n'y pense pas tout le temps, l'axe social. Et l'axe social pour le voyageur, voyager dans de bonnes conditions, c'est important, mais aussi pour les salariés du monde de la mobilité. Et aujourd'hui, il peut être pratiqué du dumping social via des systèmes, par exemple comme l'ubérisation ou d'autres, ou des transporteurs sous-payés étrangers, etc., qui opèrent dans les pays de l'Union. Donc il peut y avoir une dégradation sociale qui fait partie du développement durable et il faut en tenir compte et on l'oublie souvent. Ensuite, l'autre volet, c'est le volet économique. Le volet économique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'impact dans les villes. 1 euro investi dans le transport durable, que ce soit le vélo, que ce soit les transports urbains collectifs, que ce soit la marche, etc. Parce il faut investir aussi dans la marche, on n'y pense pas, mais il faut des circulations de bonnes conditions. Imaginez que vous soyez vers le kilomètre lancé, essayez de passer d'un magasin à l'autre et puis vous verrez ce que ça donne. Hein, c'est quasiment impossible. Donc 1 euro investi dans le transport durable, c'est beaucoup plus d'emplois qu'1 euro investi dans l'automobile. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, on fait toujours du chantage à l'emploi en disant mais à force de faire vos politiques anti-voiture, vous allez faire disparaître l'industrie automobile française qui est un de nos fleurons, etc. Mais quand on n'a plus besoin de diligence, il n'y a plus de fabricants de diligence. Quand on n'a plus besoin de sabots, il n'y a plus de fabricants de sabots. Donc il y a un moment, on peut aussi ralentir de ce côté-là. Et puis, il reste le volet environnemental. Alors le volet environnemental, on le résume souvent
à l'émission de gaz à effet de serre et de particules. Alors, c'est un tout petit volet du transport et de la mobilité. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les effets amont quand on produit des véhicules, et produire un vélo, ça coûte beaucoup moins cher que de produire un SUV, et il faut, à l'aval, prendre en compte les coûts quand on détruit ce véhicule, si on le recycle, et ce n'est pas toujours vrai. Il faut prendre en compte le bruit que génère la circulation parce que ça se traduit par de l'isolation dans les maisons, sur les façades, etc. Donc ça a un coût pour les collectivités. Il faut prendre en compte l'accidentologie. Il y a des centaines de morts, des milliers de morts par an qui coûtent, évidemment, hein, parce que c'est d'abord les services de secours, bien sûr, mais c'est aussi le coût des gens manquants. Si je puis, c'est un peu horrible ce que je vais vous raconter, mais imaginez des gens dans une entreprise qui disparaissent dans des accidents, il faut les remplacer, ça a un impact qu'il faut prendre en compte. Les coûts de congestion, le temps perdu pour tous les salariés. Donc, au bout d'un moment, s'il y a trop de congestion, trop de temps perdu, on a un système qui dysfonctionne. Alors, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre bout à bout. Et ça, on sait aujourd'hui, par les calculs que l'on fait dans le monde, par les études que l'on fait, on sait le transformer et ce que l'on appelle le monétariser. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire tous ces coûts que je viens d'énumérer, tous ces nuisances que je viens d'énumérer, on peut les transformer en euros par kilomètre. Si vous prenez votre voiture, tout ce que je viens de raconter, le bruit, la pollution, etc., vous créez à peu près 10 euros de coût planétaire, 10 centimes d'euros de coût planétaire par kilomètre avec votre voiture. Si vous prenez un tram ou un train, vous êtes à un tiers moins. Hein, c'est-à-dire vous êtes au tiers de ce que vous faites en voiture. Si vous prenez un vélo, vous êtes au 10e de ce que vous faites en voiture. Donc voilà, et il faut bien prendre cet ensemble et pas le perdre de vue. Et surtout, pas écouter ce que disent certains constructeurs d'automobiles qui vous proposent des solutions de motorisation. Hein, c'est pas parce qu'on met de l'hydrogène dans une voiture que ça résout tous les autres problèmes. Hein, et c'est pas parce qu'on met de l'électricité dans une voiture que ça résout tous les autres problèmes. Ça reste de la voiture. Hein, donc voilà. Et donc c'est quelque chose qui est complexe à embrasser dans son ensemble, mais qui est très préoccupant parce qu'il n'y a pas de conscience collective là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur notre deuxième thème ? Mais non, juste pour intervenir en tant qu'acteur, puisque donc, je représente la société cyclable, et quand on se pose la question donc, de savoir si on va se déplacer d'Enza, de Gerza à Clermont, tout à l'heure, donc il n'y a pas une heure dans mon magasin, j'avais une dame qui me demandait comment elle allait faire pour venir en vélo de Montaigu-le-Blanc à Clermont tous les jours. Et mes clients réguliers, donc c'est Rion-Clermont tous les jours, des endroits comme ça. J'ai plein d'exemples de gens qui viennent travailler à Clermont tous les jours. Donc on en est déjà là, et se poser la question, c'est même déjà dépassé. La solution existe et les gens veulent la mettre en œuvre. Et ils la mettent en œuvre tous les jours, clairement. Et aussi un petit détail dont on n'a pas obligatoirement parlé. Les voitures, quand ça freine, c'est des plaquettes de frein, donc avec des métaux lourds. Et ça se disperse dans l'atmosphère de manière très agréable pour toutes nos bronches. Les plaquettes de vélo, c'est tout petit. Ça n'a pas du tout le même impact. C'est notable, mais c'est une grosse pollution. C'est vraiment les métaux lourds qui se déposent sur la chaussée, qui sont mélangés avec de l'eau aussi quand il pleut, que vous traînez partout avec vous. C'est vraiment pas terrible. Ça, c'est un impact qui est important et on n'en parle pas toujours. Et comme on travaille souvent, nous, à Cyclable, voilà, sur ce genre de choses, les dernières données qui nous ont été données, c'est que même quelqu'un qui se déplacerait à pied polluerait plus, a priori, que quelqu'un qui se déplace en vélo. C'est des données de l'OMS. Hein. Donc, voilà où on en est à l'heure actuelle. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous voulez réagir ? Je demande des questions. Ouais. Il y a d'autres questions dans le public ? Oula. Oui, Oula. Il y en a deux. Il y a du haut clap après aussi. C'est par rapport au schéma de réseau cyclable à Clermont-Ferrand.
Il y a eu des efforts très importants qui ont été réalisés ces dernières années, mais il y a une mesure, en tout cas même qui est très importante, c'est qu'on a beaucoup créé de voies cyclables en sens opposé par rapport aux rues en sens unique. Et des fois, donc, ils sont suivant aucune véritable logique, à mon sens. Des voies cyclables qui débouchent, j'ai envie de dire, sur rien hormis une autre route normale. Par exemple, à côté de chez moi, rue Bayard, ça commence à un endroit où il n'y a pas de piste cyclable et ça débouche sur un autre endroit où il n'y en a pas. Alors ce serait déjà pour essayer de comprendre pourquoi de tels choix. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. D'abord, le réseau cyclable, on l'a dit tout à l'heure, il est long à mettre en place, on ne peut pas le mettre en place partout et ce n'est pas forcément la bonne approche partout. Les villes françaises qui sont le plus avancées en matière cyclable, c'est celles qui ont commencé le plus tôt. Celle qui a commencé le plus tôt, c'est La Rochelle. La Rochelle, avec un maire qui s'appelait Michel Crépeau, qui a commencé il y a très très longtemps, bien avant tous les autres, avec des vélos, des Vélib à jetons, mais il y a 40 ans, hein, c'est pas neuf ça. Et donc les villes qui ont commencé, souvent elles ont eu un raisonnement qui est un raisonnement intermodal, c'est-à-dire qu'elles ont développé le cyclable en même temps qu'elles développaient d'autres modes en complément, du transport collectif, y compris parfois du transport collectif qui peut transporter des vélos. Et puis, donc les villes qui sont le plus en avance aujourd'hui, c'est Nantes, c'est Grenoble, parce qu'elles ont commencé bien avant les autres. Et donc, en fait, il y a l'investissement qui se fait sur la durée, et puis il y a la sensibilisation des gens qui se fait aussi sur la durée. Et bon, alors ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, c'est qu'il y a eu un moment une loi qui s'appelle la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui a dans son article 20 l'obligation, quand on refait une voirie urbaine, de mettre du cyclable. Voilà, c'est ce qui est dit dans la loi. Alors, beaucoup de villes se sont dit, oulala, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Et donc, se sont mises à faire de la politique du pot de peinture, des bandes, en s'arrêtant au carrefour parce que c'est compliqué à aménager, en s'arrêtant là où c'était gênant, donc y compris en mettant des bandes le long des fils en stationnement, donc ce qui fait que quand l'automobiliste ouvre sa portière, il a des chances de se payer un vélo. Donc, c'est pas forcément de la politique cyclable au sens propre du terme, hein. Voilà, c'est une politique un peu hâtive, on va dire. Alors après, dernier point sur les contresens cyclables, parce que ça s'appelle comme ça a été permis par le Code de la route il y a quelques années, dans certaines conditions de vitesse, dans certaines rues, etc. Les contresens cyclables, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça a un côté effrayant pour l'automobiliste, parce que quand vous avez des vélos qui arrivent face à vous, vous avez tendance à lever le pied et à aller moins vite. Ça a un côté dangereux pour le vélo, parce que souvent les automobilistes ne respectent pas la bande cyclable si c'est une bande peinte, hein, et roulent dessus, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours efficace. Ça permet aussi aux gens qui vont ouvrir leur portière de voir arriver le vélo, et on l'ouvre dans le bon sens, et pour avoir essayé, c'est beaucoup plus agréable de rentrer dans une portière par le côté extérieur que par le côté intérieur. La porte se referme devant vous, sinon la porte elle s'ouvre pas. Ça fait vraiment tomber dans le deuxième cas. Non, sur la technique du pot de peinture, c'est effectivement pas super, hein, c'est mieux quand il y a des petits plots, mais c'est déjà pas mal à plein d'endroits, quoi. Il faut, ça avance que avec encore une fois, plus il y a de cyclistes, plus il faut faire de la bande cyclable, quoi. On n'a pas trop le choix, quoi. Mais au début, on fait de la peinture, et c'est pas efficace toujours, mais ça a le mérite d'être là, quoi. Il y a une autre question. Oui, Hélène. Oui, bonsoir. Une première remarque, les 60 km de piste cyclable à Clermont, il faut bien s'entendre ce que c'est qu'une piste cyclable. Une piste cyclable, c'est une définition. Alors je vous remercie, vous venez de corriger un petit peu en disant effectivement on y allait avec des pots de peinture. Je pense qu'à Clermont, le slogan qui court, c'est « Vous voulez tuer votre belle-mère, achetez-lui un vélo ». Donc ça marche. Mais ma question, mon interrogation, c'est quand même, si je partage un certain nombre de choses que vous avez dites, mon interrogation, c'est de dire, je suis cycliste, hein, et j'essaie de ne pas utiliser ma voiture dès que je peux et tout, mais je pense que la solution de dire on va emmerder les automobilistes jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, je pense qu'il faut créer des solutions, des alternatives pour qu'ils se rendent compte que finalement,
prendre le vélo, prendre le transport en commun, ça coûte moins cher, ça va plus vite, ça pollue moins, et donc il y a des mecs qui sont pas cons, hein, si ça coûte moins cher, ils iront. Hein. Et je suis pas auvergnat. Hein. Oui, bien sûr. Alors, l'aspect coercitif, c'est jamais bien bon. Hein, dans une société, on est d'accord. Et donc, effectivement, les gens vont choisir, si on est trop coercitif, des solutions de contournement, hein, et ils vont arriver quand même à prendre leur voiture. Je suis totalement d'accord avec vous, sauf que, évidemment, dans certains cas précis, il faut interdire certaines zones à la voiture. En revanche, j'y reviens, c'est bien l'incitation, l'éducation qui va permettre de faire évoluer, et la prise de conscience des coûts, hein, et des coûts internes et externes de l'usage de la voiture. Je reviens aux ordures ménagères. Quand on a voulu commencer à éduquer les gens au recyclage, on a fait ça dans les écoles. On a dit aux petits, voilà, il faut plus jeter dans la poubelle, il faut 2 poubelles séparées. Puis à chaque fois qu'ils voyaient leurs parents jeter un pot de yaourt en plastique, etc., ils disaient, oh là, maman, papa, tu fais n'importe quoi. Et c'est comme ça que ça peut progresser. C'est des petites actions, c'est des sommes de petites actions, mais il faut effectivement éduquer. Et cette conscience de ce que fait l'automobile, peu de gens l'ont encore aujourd'hui, peu de gens. Ouais, je suis entièrement d'accord. Le rôle de la pédagogie, on l'a vu dans le recyclage. Enfin, moi, pour avoir des enfants qui ont été parmi les premiers à avoir, j'habite dans un petit village, hein, à la campagne, des cours de sensibilisation sur le recyclage, du jour au lendemain, en fait, ils ont percuté, ils ont compris tout de suite parce qu'ils disent bah oui, mais c'est con, ça pollue, donc faut pas faire ça, et ils l'intègrent. Alors que nous, on cherche des stratégies d'évitement, de non, c'est confortable, je continue à prendre ma voiture, etc. Les enfants, en fait, le principe de réalité, ils ne cherchent pas d'arguments de contournement ou autre. Et du coup, sur le transport, personnellement, j'ai l'impression qu'on ne fait pas encore suffisamment de sensibilisation auprès de ce public-là. Donc c'est primaire et collège, hein. C'est même primaire, en fait, hein, voilà, au primaire. Vraiment. Enfin, Alors, je voulais poser la question tout à l'heure. Combien il y en a parmi vous qui prennent les transports en commun à Clermont-Ferrand ? Ok. Et parmi vous, combien le prennent très très régulièrement ? Un petit peu moins. Et combien le prennent jamais les transports en commun ? Ok. Voilà, c'est juste pour répondre. Un petit point. Non, je ne vais pas tiquer. Mais si. Enfin, je vous incite à télécharger MyBus. Vous téléchargez, vous achetez un titre et vous cherchez les petits QR codes dans les véhicules, vous flashez, ça valide votre titre. On n'a pas parlé du covoiturage. Alors, je ne suis pas du tout un expert du covoiturage, hein, voilà, mais moi, il y a une question là-dessus. Il y avait sur le WCLAP, donc. Il y avait une. Ah bon, ok. Parfait, allez-y. Non, on parlait d'habitude de venir de l'extérieur de Clermont, plus ou moins loin, en vélo, etc. Il y a aussi l'histoire du covoiturage. Alors, ça commence à venir. Sur le covoiturage longue distance, c'est bluffant. Enfin, Blablacar, respect pour ce qu'ils ont fait. Ça marche énormément. Enfin, combien on fait déjà du Blablacar ici ? Ouais, c'est quasiment plus que ceux qui ont pris les transports urbains à Clermont. Donc ça marche vraiment très bien et c'est une bonne chose. Le covoiturage de proximité ou pour les domiciles travail, ça peine à prendre. On trouve, moi-même, enfin, j'ai 15 000 excuses, soit pour pas prendre quelqu'un, soit pour pas en profiter. Soit pour pas en profiter si quelqu'un peut m'emmener. Il y a encore de la pédagogie à faire autour de ça. Les outils doivent autant pour du longue distance. Bon, j'ai pas de problème pour citer Blablacar, qui est un acteur français, donc c'est très bien pour faire de la pub. Ils ont un outil qui marche super bien. Autant pour le covoiturage de proximité, il y a pas mal d'acteurs. Tout n'est pas encore calé sur la manière dont ça se fait, sur la manière dont l'offre est poussée. Et ça, allié aux stratégies d'évitement, je cherche des excuses soit pour pas prendre quelqu'un, soit non, ça me casse les pieds, etc. On sait que nous, avec les technologies, on a à travailler sur ça et on commence d'ores et déjà de travailler sur ça. Alors pas dans la version qu'on va lancer cet été, mais probablement dans la version d'après, début de l'année prochaine. On a entamé des discussions avec les acteurs justement du covoiturage de proximité pour que l'usager, encore une fois, faciliter la vie à l'usager, qu'il soit covoitureur ou surtout covoituré. Ah bah tiens, si j'ai quelqu'un qui est dans mon village, qui habite à 30, 40, 50 km de mon lieu de travail, qui m'amène à peu près dans la ville où je travaille, mais qui ne va pas faire un détour, parce que s'il a 2-3 personnes, il ne va pas faire un détour de 5-6 km à chaque fois pour emmener tout le monde, parce que sinon après il prend une licence de taxi, puis c'est son boulot. De lui faciliter la vie, ah bah si je vous prends, tout ça au moment de la réservation, bah, je pourrais vous poser à tel endroit, parce qu'à tel endroit, vous pourrez prendre le relais soit avec une station de vélo, soit avec une station de transport urbain, etc. Donc les outils technologiques vont permettre d'accélérer ça, mais il y a encore une lacune. Je vais répondre ça avant, mais je vois qu'elle se prépare à partir. Il y a un autre truc sur le durable, c'est les gens qui s'impliquent dans la livraison durable dans les villes.
Comme il y a Coliver à Clermont, il y a Urbi, il y a plein de boîtes. Et quand vous voyez un type avec une demi-palette derrière sur son vélo, je pense que ça inspire aussi un tout petit peu à prendre son vélo juste pour s'emmener soi-même et son petit sac à dos jusqu'à la fac ou jusqu'au bureau ou jusqu'au resto, voire jusqu'à la salle de sport, ce qui n'est pas complètement débile. C'était juste avant qu'elle parte. Voilà. Sur la partie covoit, nous, on commence à discuter sur justement sur ce couple longue distance et courte distance où il y a une boîte qui est installée à Clermont, qui est lyonnaise, qui est installée à Clermont, qui s'appelle Ecov et qui propose des lignes fixes. Je sais pas si tu parlais d'eux tout à l'heure, mais qui propose des lignes fixes de covoiturage. Vous avez des petites stations. Il y en a une devant la piscine Coubertin, par exemple, qui arrive de Rochefort-Montagne, je crois. Vous cliquez sur le bidule et ça dit qu'il y a quelqu'un qui attend. On avait commencé à développer une espèce d'idée qui serait de mettre ces stations-là où elles doivent être, c'est-à-dire sur des grands axes, comme tu évoquais tout à l'heure, à des endroits où tout le monde va, en tous les cas quand on vient dans la ville, et de faire partir de là des stations de vélo qui nous raccordaient au réseau existant, etc. Et qui permettaient à l'utilisateur, avec du partage d'API comme on évoquait tout à l'heure, de savoir combien il y a de vélos de dispo sur la station ou à l'endroit où je vais me faire déposer. Et c'était une façon de répondre à cette problématique-là. Et si en plus du covoit, vous rajoutez le vélo, et si en plus de tout ça, vous avez l'horaire de bus pas trop loin, bah vous arrivez déjà à avoir du calculateur d'itinéraire un peu durable, en tous les cas partagé à plusieurs, avec un impact qui soit le plus réduit possible par rapport à je prends ma bagnole et j'y vais tout seul et j'essaye de me garer et je trouve pas de place et j'immobilise de l'espace pour pas grand chose. Oui, alors sur le covoiturage, c'est un sujet également très intéressant et qui fonctionne essentiellement à longue distance, on l'a déjà dit, hein, parce qu'en fait, c'est tout simplement une loi mathématique. Le covoiturage, ça a été modélisé, c'est une probabilité. Il faut qu'il y ait deux grandes villes, deux grands pôles générateurs de flux. Plus vous avez deux grands pôles générateurs de flux, plus la distance est grande, plus vous avez de chances d'avoir un covoitureur potentiel avec vous. Sur des trajets du quotidien, ça marche pas parce que d'abord, souvent, ils sont bien desservis par des réseaux urbains et périurbains. Il y a un ajustement horaire qui est très précis. Hein. Quand on va travailler le matin, on est souvent à la bourre à 5 minutes près, alors que sur une longue distance, on a une tolérance d'horaire qui est beaucoup plus grande. Et puis ensuite, la complexité des flux est très grande. Si vous demandez un covoiturage Clermont-Paris, vous allez le trouver. Si vous demandez un Gerza Montaigu-le-Blanc, ça va être plus compliqué. Donc en fait, c'est quelque chose qui va pas très bien pour ce qui est du quotidien et de la courte distance. En plus, dans certains cas, le covoiturage peut être contre-performant. C'est-à-dire qu'il n'enlève pas forcément à la voiture, contrairement à ce qu'on pense, mais il enlève à tous les autres modes. C'est-à-dire qu'imaginez 3 covoitureurs qui se trouvent sympas et qui ont envie de covoiturer, ben peut-être que sur ces 3 covoitureurs, il y en a 2 qui prenaient le train ou le tram ou un transport collectif, ou le vélo. Donc c'est pas forcément performant parce que là, dans ce cas-là, vous revenez à un mode voiture et du coup, on retombe dans tous les problèmes que l'on a évoqués. Voilà. Donc faut pas avoir dans le covoiturage une solution idéale. C'est un complément, et ça peut être un complément dans des endroits très particuliers, avec un segment de territoire et un segment de marché particulier. Et on en fait souvent une panacée parce que c'est un peu une facilité d'esprit. On se dit, tiens, là où il n'y a rien, bon, on va proposer aux gens du covoiturage, mais c'est pas pour ça que ça marche. Et notamment dans les milieux peu denses, les milieux ruraux, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de flux et il y a très peu de potentiel. Si vous avez quelqu'un qui arrive dans un village une fois tous les 3 jours, il y a peu de chances que ça tombe avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes besoins au même moment. Voilà, donc il faut faire attention. Le covoiturage, c'est excellent. C'est sur certains segments de territoire et sur certains segments de marché. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois qu'il y avait une dernière question dans le public. On va prendre une dernière avant d'aborder notre thème. Deux dernières. Alors moi, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une petite remarque par rapport aux pistes cyclables qu'on parlait tout à l'heure et l'aménagement urbain. Je suis cycliste aussi et c'est vrai que, alors j'ai peut-être mon avis de cycliste là-dessus, mais c'est vrai que on voit clairement en tant que cycliste que la part est beaucoup plus importante de voitures. Enfin, je veux dire, un cycliste n'a pas forcément sa place en ville. Enfin, c'est compliqué de trouver ses repères. Et notamment, tout à l'heure, vous avez parlé du cas du stationnement de la voiture quand il y a une piste cyclable à côté. Quand on ouvre sa portière, on se prend un cycliste. Mais là, c'est plutôt peut-être le cycliste qui se prend la voiture et peut-être pas la voiture qui se prend le cycliste. Voilà, c'est une question, je pense, de partage de la route. Et je pense que c'est plutôt...
un souci dans les consciences, que les gens pensent que, enfin les automobilistes tout du moins, pensent peut-être que la route leur est due. Et même en tant que piéton, on peut voir ça, je pense, un peu partout dans Clermont quand on se balade, quand on rentre chez soi le soir ou le matin. Quand on veut traverser par exemple le boulevard Côte-Blatin, passage piéton, vous regardez le nombre de voitures qui ne s'arrêtent pas au passage piéton. Ça pose des petites questions quoi, sur le comportement des automobilistes. Je pense que là-dessus, il y a sûrement des choses à faire. Voilà. Merci. On va prendre la dernière question. On va prendre la dernière question du monsieur devant. Ouais. Deux choses. Première chose, il y a des entreprises qui, semble-t-il, à Clermont, cofinancent le vélo. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas Alors, ils n'ont pas le choix, c'est réglementaire. C'est soit ils payent la moitié du ticket de bus ou du titre de transport, hein, soit ils peuvent être amenés à payer des indemnités kilométriques vélo qui sont plafonnés à 200 €, si je ne me trompe pas, encore jusqu'à présent. Ça évolue. Ce qui a évolué cette année, c'est que les entreprises ont accès à du crédit d'impôt maintenant s'ils font des investissements dans des solutions vélo pour leurs collaborateurs. Et puis ils ont un autre problème, c'est que les places de parking ça coûte cher, du coup ils préfèrent mettre des places de vélo. Mais ils peuvent venir cofinancer soit l'utilisation personnelle du vélo de leurs collaborateurs, soit le prêt ou la mise à disposition des vélos. Enfin, c'est un sujet qui est largement adressé par un certain nombre de nos concurrents et puis de plus en plus par nous. Alors nous on est les plus jeunes de notre marché, du coup on y arrive tout juste. N'empêche que quand on met en place une offre vélo et qu'on adresse des entreprises, on a rapidement et de plus en plus beaucoup d'intérêt. J'étais il y a quelques jours pour les vœux du maire avec les dirigeants d'une entreprise de puriculture bien connue qui a une population plutôt jeune chez eux. Ils ont commencé par mettre des prises de voitures électriques, puis des prises de vélos électriques. Et maintenant, leurs collaborateurs leur demandent de mettre des vélos, alors même s'ils sont loin là-bas, après El Brézé, on leur demande de mettre des vélos, effectivement, alors évidemment, de les payer. Dans les études qui sont faites auprès des collaborateurs de ce type d'entreprise, au moment de la sortie des IK vélos, la question était qu'est-ce qu'on fait sur l'avenir pour le vélo ? Et les collaborateurs disaient on augmente le plafond, on déplafonne les indemnités kilométriques vélo, les IKV. Ce qui est possible mais que assez peu d'entreprises font. Mais ce que les collaborateurs préféreraient, c'est d'avoir des dispositifs de mise à disposition de vélos soit toute la semaine, soit vélo de fonction ou vélo de service. Voilà, c'est un point qui est le plus avancé. Alors, votre question, je vais vous répondre sur votre question. Les entreprises de plus de 50 salariés, alors c'était 100 jusqu'au vote de la loi LOM, la loi d'orientation sur les mobilités en fin d'année dernière, et aujourd'hui ces 50 salariés ont obligation de faire un plan de mobilité en entreprise, et donc d'avoir une réflexion autour du développement durable et aux alternatives à la voiture dans le cadre de l'entreprise. Alors pourquoi ? Parce que en fait, on s'est dit, le législateur s'est dit, c'est pas toujours les collectivités qui doivent agir, parce qu'une grande partie des déplacements sont des déplacements domicile-travail et des déplacements dans le cadre du travail. Ça représente tout ça à peu près 30 à 40% des déplacements français, tout ce qui est lié au travail. Et donc la réflexion au sein de l'entreprise est intéressante. Donc le législateur a dit, voilà, il faut que les entreprises de plus de 50 salariés mettent un plan de mobilité en œuvre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan de mobilité ? Un plan de mobilité, c'est un ensemble de mesures pour réduire la part de la voiture. Alors ça va, c'est bien sûr le vélo comme il a été dit, mais ça peut être la facilité d'emprunter les transports collectifs, ça peut être des places réservées aux covoitureurs sur les parkings de l'entreprise, ça peut être des douches et des vestiaires pour ceux qui font du vélo. Enfin vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines de mesures qui font que petit à petit, certaines entreprises sont pilotes et s'engagent dans ces mobilités durables. La deuxième chose que je voulais demander, il y a un problème quand même parce que soit les administrations et les entreprises, très souvent, ne fixent pas des règles trop strictes sur les déplacements de leurs salariés quant à leur remboursement pour le choix entre véhicules personnels et transports en commun. Et il y a des fois où on peut se demander si ça ne pourrait pas être un peu plus incitatif. Alors je vais vous parler de ce que je connais, c'est du plan de mobilité de l'UCA. Voilà. En fait, 3000 salariés, donc à l'échelle clermontoise, c'est pas rien, 35 000 étudiants, donc c'est pas quand même
une paille à l'échelle de l'agglomération. 3000 salariés qui arrivent tous les jours sur les sites, sur les différents campus. Donc il a été mis en œuvre un plan de mobilité. Ce plan de mobilité, il a différents axes. Par exemple, dans le cadre du travail, pour aller aux réunions, il y a des tickets de tram qui sont distribués. Il y a des vélos qui ont été achetés, des vélos électriques. Les places de parking ont été revues en fonction de barèmes, d'algorithmes qui prennent en compte la distance, la proximité d'un arrêt de transport collectif, etc., etc. Et petit à petit, on grignote des parts de marché. Et voilà. Donc on peut le faire. On peut le faire. Merci. Nous, on est tout petits, mais on a mis des vélos à disposition de tous nos collaborateurs électriques. Et des casques et des gants, parce qu'ils ont froid en ce moment. Merci. Non, des vélos électriques. Comment expliquez-vous qu'il n'y a pas de véhicules, de petits véhicules électriques entre le TIJOUI de Renault, qui coûte 10 000 €, et puis le vélo électrique ou voire la trottinette? Il n'y a pas de véhicules. Des petits véhicules, facile. Question compliquée. Alors, la petite Renault que vous mentionnez, qui coûte 10 000 €, elle a une option avec un kit de rechargement solaire. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Donc, il faut prendre en compte que dans cet argent-là, on est autonome en énergie. Ce qui n'est pas rien. Oui. Et alors, c'est un véhicule monoplace, on est bien d'accord, qui est tout petit et donc qui va permettre de se faufiler en ville. C'est un progrès intéressant parce que en ville, il ne faut pas oublier qu'une voiture est à l'arrêt 95% de sa vie. Elle vous attend gentiment et donc pendant ce temps, elle tient de la place. Donc, plus on fera des petits véhicules, plus ça sera intéressant par rapport à la tendance actuelle qui est au contraire aux très gros véhicules. Oui, mais je pensais plus particulièrement à une mobilette, une trottinette, disons, à 3 roues, ou presque, quoi. Alors, il y a une entreprise qui est à, je me rappelle plus si c'est à Brassac-les-Mines, ou c'est ça, c'est Brassac-les-Mines, qui produit tout un tas de véhicules électriques. Donc, ça va du vélo à la moto tout-terrain, au scooter, au triporteur, etc., etc. Ça existe et c'est produit dans le Puy-de-Dôme. Sur ces véhicules-là, il y a un vrai problème de coût. Enfin, on parlait, monsieur de Cyclable parle tout à l'heure. Alors, chez Cyclable, il y a des très très beaux vélos et ça coûte très très cher. Ça coûte 5000 balles. C'est quand même pas donné, c'est chouette, mais il faut avoir les moyens de faire la conversion à un moment donné. Alors après, il y a beaucoup plus de... Enfin, sur ces véhicules-là, le Twizy ou certains scooters électriques, BMW, on a sorti un qui est super, 650 millions de chevaux, de centimètres cubes. C'est une super bécane, mais ça coûte très très cher. Et les véhicules un peu performants restent chers. Du coup, les intermédiaires, je pense que ça va être difficile à trouver. Et Twizy, accessoirement, ils en vendent pas, quoi. Ils ont arrêté la production. Alors, le problème, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il faut peut-être non plus réfléchir en termes de ménage, mais en termes de collectivité de ménage. Aujourd'hui, il y a des solutions de partage des véhicules. Jusque-là, on s'est dit, le véhicule, c'est le prolongement de la propriété privée, de ma propriété privée sur la voirie publique, et donc c'est à moi, et c'est quelque chose, c'est comme ma brosse à dents, je ne le prête pas. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut complètement revoir. Je vous donne un exemple. Imaginez deux voisins, un couple avec 2 enfants, alors ça va être un peu stéréotypé mon propos, mais c'est pour les besoins de l'exposé, un couple avec 2 enfants, et puis à côté, un ménage de retraités. Le couple avec 2 enfants, 2 voitures, le ménage de retraités, 1 voiture. Ça fait 3 voitures. Le couple avec 2 enfants, il va se servir de ces 2 voitures. Il va covoiturer parce que c'est un couple vertueux. Et il a besoin parce que la maman, le mercredi, ne travaille pas. C'est un peu genré mon propos, mais bon. La maman, le mercredi, ne travaille pas. Il a besoin d'une 2e voiture qui va servir qu'1 fois par semaine. On peut très bien imaginer qu'on s'entende à 2 ménages pour n'avoir plus que 2 voitures au lieu de 3. Et du coup, l'investissement dans le vélo qui était cher pour un ménage, il peut être partagé entre 2 ménages. Voilà. Donc il faut se mettre à réfléchir autrement. Alors ça se produit dans d'autres domaines. Par exemple, maintenant, quand on achète de l'énergie, du gaz ou du fuel, etc., il y a des groupements d'achat qui existent. Il y a des gens qui s'entendent pour le faire. En mobilité, on ne sait pas bien le faire encore. Mais on peut le faire. C'est possible de s'entendre avec les autres. Donc, pour moi, j'ai des questions pour le WooClap. Donc, il y en a des nombreuses, donc on est obligé un peu de trier, désolé. Mais à la fin, n'hésitez pas à rester après la conférence pour poser directement les questions aux intervenants. Donc, une question pour Nicolas.
Y a-t-il des dégradations faites sur les vélos en disposition? Et si oui, comment les gérer? Non, les gens sont super gentils. Il y en a même qui nettoient les vélos avant de les quitter. Non, on a, nous sur nos flottes, alors on a de la chance parce qu'on adresse des villes moyennes et petites où la notion du bien commun est peut-être un peu plus partagée que dans une grande agglomération où vous voyez jamais personne. Donc il faut faire attention. Donc on n'est pas au niveau de Paris et de Lyon où des tribus de gens mal intentionnés s'amusent à casser des vélos. Mais puisque vous en parlez, hier, je me suis réveillé, j'ai regardé ce qui se passait sur notre back-office et il y avait 4 vélos qui avaient l'air bizarres. J'ai appelé le type qu'on a sur place au fin fond du Pays Basque. Il est allé voir, c'était une station où il y avait 4 vélos présents dessus, les 4 étaient arrachés, donc les roues étaient restées sur les stations et les 4 étaient posés à côté. Et les gars, ils ont pété les vélos gratos, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont même pas piqué les panneaux solaires. Je pense qu'on va le mettre, piquer les panneaux solaires, au moins vous pouvez les revendre, casser les vélos, ça vous apporte rien. Tout ça pour dire que, ouais, il y a du vandalisme, mais il y a du vandalisme comme pour tout et partout. Nous, encore une fois, où les ratios sont plutôt à 10-12% de casse en somme sur l'année. Nous, on est plutôt à 4-5% sur les petites installs. Il n'y a personne de Vélogique là dans la salle, mais à Clermont, ils sont dans un taux moyen aussi autour de ce truc-là. Alors, les vélos sont de plus en plus usés aussi par l'utilisation. Et après, est-ce que c'est du vandalisme, est-ce que c'est de l'usure, je sais pas. En tout cas, oui, il y a du vandalisme. Oui, ça casse des vélos. Et pour pas que les gens cassent des vélos, j'ai un client qui a trouvé une solution, c'est qu'il a enlevé les vélos. Et il n'y a plus de casse de vélo, ils sont dans un hangar et tout se passe bien. Mais après, votre voiture, elle est rayée quand elle est dans la rue. Enfin voilà, il y a un truc du bien public et du bien partagé. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir par des sociologues qui dit que on est en train de refaire une transition vers l'économie du partage et que la notion de bien public est une notion. Alors c'est pas très en vogue avec les grèves ou les gens qui s'amusent à tout casser autour d'eux là, mais en tous les cas, sur le fond, il y a de plus en plus de retour à l'économie du partage et peut-être de moins en moins de dégradation du point de vue global. Après, quand vous avez une station au milieu de la ville qui est toute pétée, ça se voit. Mais en fait, il y en a peut-être de moins en moins. Nous, on n'en avait pas du tout et on commence à en avoir, mais parce qu'on est de plus en plus exposé. Mais on essaye dans notre optimisme de start-up de le voir comme un artefact et que c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui prennent des vélos tous les jours, qui les ramènent sur les stations et qui vous envoient des messages sur les réseaux sociaux pour vous dire que c'est super de faire du vélo électrique. Parce qu'avant, ils étaient dans leur bagnole et maintenant, ils s'arrêtent dans le magasin, ils achètent des pains en rentrant chez eux et c'est vraiment mieux, quoi. Du coup, on reste là-dessus et on parle pas de vandalisme. Finalement, c'est positif. Merci pour toutes vos explications. On va passer maintenant au dernier thème et notre thème numéro 3, qui est la mobilité individuelle et mobilité collective, même si on a un peu débordé dessus. On va faire rapidement le quiz et après on va reprendre toutes les questions. Donc je vous laisse reprendre vos téléphones et nous allons faire la première question, très rapidement. Donc, en quelle année a été mise en service la ligne A du tramway à Clermont-Ferrand? Question facile. Assez facile. C'est pas très dur. C'est vrai. Alors, pour les réponses, donc, majorité de réponses justes, en effet, c'était en 2006, plus exactement le 14 octobre 2006. Des centaines d'Auvergnats s'étaient massés place de Jaude pour l'inauguration du nouveau tramway, qui était, avec au volant, se trouvait Serge Godard, alors maire de la ville. Donc on va passer notre deuxième question. Donc combien y a-t-il de stations C-Vélo dans l'agglomération clermontoise? Pareil, 4 réponses possibles. Une idée? Donc la réponse est 52. C-Vélo, c'est 52 stations et 520 vélos en libre service à votre disposition, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc C-Vélo propose également des locations de C-Vélo longue durée qui vous permet de louer un vélo de un jour jusqu'à un an.
Donc dans ce thème, on parle de mobilité collective et individuelle. Dans l'esprit collectif, justement, on a tendance à opposer ces deux termes-là. Donc ma question est, est-ce que quand on parle de mobilité, on peut rattacher le terme collectif et le terme individuel ? Oui, il faut, c'est indispensable. Enfin, on l'a abordé déjà un petit peu tout à l'heure, quand on mentionnait, quand je prenais l'exemple de la personne qui vient de l'extérieur, éventuellement avec sa voiture, et puis qui s'arrête à un parking relais, qui prend le tram, ou derrière qui s'arrête et qui prend du vélo parce qu'il vient de loin. Enfin, la mobilité doit être pensée dans son ensemble. Alors certes, il y a un certain nombre de personnes qui continueront les indécrottables de la voiture, et malheureusement j'en fais souvent partie, pas tout le temps, mais voilà, pas d'autre choix. Donc on continuera de prendre nos voitures. On n'aura peut-être pas le temps de parler d'autosolisme, mais il y a un sujet aussi autour de ça, qui n'est pas forcément du covoiturage de courte distance. Il faut le combiner en fait. Nous, typiquement, par exemple avec Kobo, et on le fait aussi progressivement on intègre dans notre application, dans un maximum de réseaux de transport où on est présent. Par exemple, on parlait de ces vélos tout à l'heure. Dans notre application, en fait, quand vous l'ouvrez, que vous allez dans le plan du réseau, on a eu la possibilité de se brancher sur le système informatique de l'éditeur qui gère les stations de vélos. Et donc, vous avez dans le plan les stations de vélos, s'il y a des vélos disponibles et s'il y a des places pour poser vos vélos. Voilà. Et quand on enchaîne toutes ces informations-là, qu'on parle de transport collectif sur le transport urbain, qu'on parle de transport à la demande aussi, on n'aura pas le temps d'en parler, mais le transport à la demande est une solution qui devient intéressante pour éviter d'avoir des bus vides qui circulent à certaines heures, voire même très souvent. Quand on combine ça avec des stations de vélo, on commence d'aborder un sujet autour de ce qu'on appelle la mobilité as a service et le MaaS, etc., avec le multimode de transport, etc. Il faut le voir comme un tout en fait. Nicolas milite pour le vélo et c'est normal. Nous on milite pour les transports urbains et c'est normal. D'autres militent pour les trottinettes et c'est normal. D'autres militent pour la marche à pied. Le tout c'est qu'on est tous gagnants si tout le monde utilise un maximum de nos différents services, voire même une personne en elle-même peut être utilisatrice à un moment de transport collectif, ou dans le même voyage pour terminer avec du vélo, ou des fois du vélo. Enfin, on est tous potentiellement utilisateurs de différents modes de transport. Donc, enfin, nous, on essaie de développer ça et de développer l'activité, et y compris de développer l'activité des gens qui prennent le vélo. Alors qu'on n'a rien à y gagner, mais c'est bon dans l'ensemble, en fait. Sur la multimodalité, là, alors tout à l'heure j'ai paru un peu militant, mais plus il y a de cyclistes, plus il y a de vélos, plus j'en vends, donc ça m'arrange. Mais en vrai, notre vraie position, elle est vraiment sur l'intégration de nos services, chez Kobo en tous les cas, dans les calculateurs d'itinéraires du plus grand nombre de plateformes possibles. Juste, l'idée, c'est que si vous trouvez au même endroit une station de bus, un vélo, etc., vous pouvez multiplier les modes, associer les modes de transport pour trouver des solutions qui sont la plus précise possible, parce que le vrai souci, le vrai intérêt de la voiture, c'est juste de partir devant chez soi et d'aller devant l'endroit où on va. Et quelle que soit la distance entre les deux, en voiture on peut le faire. Et même si c'est pas bien et tout, je pense qu'il y a plein de gens, on pourra jamais leur enlever de la tête, des jeunes et des vieux d'ailleurs, on pourra jamais leur enlever de la tête ce truc-là. Et du coup, par rapport à ta question de tout à l'heure, à mon sens, le vrai enjeu dans la sensibilisation, c'est juste peut-être de sensibiliser, mais aussi de dire qu'on peut partir de chez soi et arriver au point précis où on voulait arriver avec peut-être différents systèmes. Et c'est peut-être là où la vraie révolution à venir dans les mobilités urbaines, à mon sens, c'est vraiment cette multimodalité. Et alors à Clermont, on a la chance d'avoir le même service qui gère des petites navettes, des bus, du tram, un peu d'interurbain aussi, et des vélos. Même si les vélos c'est un peu à part et il n'y a pas vraiment de vrai calculateur. Mais au Pays Basque où on est installé, ils sont en train de mettre un vrai calculateur dans lequel vous aurez, je crois qu'ils vont mettre le TER à la fin, mais pour le moment il y aura le tram-bus, les bus, les navettes, les vélos et la navette fluviale. Ça veut dire que vous soyez d'un côté de la Nive ou de l'autre, d'un côté dans les Landes ou au Pays Basque, si vous voulez aller de Tarnos dans le Grand Nord, là, c'est à peu près... à 10 km au-dessus de Bayonne, donc ça commence à être vraiment le nord, et jusqu'à Bayonne, vous pouvez prendre le bus pour aller jusqu'à la navette fluviale, puis la navette fluviale pour traverser, puis un vélo pour aller jusqu'à votre boulot. Et là, ça devient intéressant, et à mon sens, à un autre sens en tous les cas, c'est pour ça qu'on essaye de se mettre dans le plus possible de plateformes,
La vraie révolution de la mobilité, elle est là, et qu'on parle plus d'individuel versus autre chose. Je vois qu'il y a des vélos électriques, des vélos pliables là. Les vélos pliables, c'est fait pourquoi ? Pour pas prendre de place à la maison peut-être, mais surtout pour le mettre dans le bus, le mettre dans la bagnole, le mettre dans ce que vous voulez, le mettre dans le train. Et vous faites un Paris-Clermont. Paris, vous prenez votre vélo pliable, vous le pliez à la gare, vous arrivez à Clermont, vous le dépliez, vous êtes toujours à vélo. Le tien là-haut, je crois qu'il est pas électrique. Mais celui-là, il a le mérite d'être électrique. Et vous avez un truc qui fait quelques kilos et qui vous permet, sur une logique multimodale, de répondre à votre besoin en direct. Après, oui, prendre son vélo et réfléchir à prendre son vélo, il y a un côté encore un peu militant, mais moi, je reste persuadé que c'est la multimodalité qui va répondre à ce problème-là. Et surtout, arrêter d'opposer individuel et collectif. Si on a besoin d'être plusieurs, on est plusieurs. Si on a besoin d'être un, on est un. Et tout se passe bien, quoi. Voilà. Oui, bon je suis parfaitement d'accord, ça s'oppose pas, ça se complète. Et c'est vrai que, en fait, le déplacement, c'est une somme de déplacements, c'est une somme de petits déplacements qui font le déplacement global. Et c'est vrai que cette intermodalité, c'est la clé. En France, il y a un gros travail à faire sur l'intermodalité pour lier les trains, les cars, les bus, les trams, les stations de vélo, la marche, etc. Aujourd'hui, on en est loin. Et à Clermont, on en est loin. On a la gare d'un côté, le tram de l'autre, la gare routière de l'autre, des stations vélo qui manquent ou qui ne sont pas forcément positionnées là où il faudrait, etc., etc. Donc on a une intermodalité qui est extrêmement peu performante d'un point de vue organisationnel. Et puis l'intermodalité, elle doit être aussi tarifaire, c'est-à-dire que il faut que les gens aient une grande transparence. On l'a dit tout à l'heure, quand on démarre sa voiture, on va aller d'un point A à un point B, ça marche, on est sûr que ça va aller, et puis voilà, c'est la simplicité. Dans le transport autre que la voiture, c'est pas comme ça. Si on veut louer un vélo, prendre le tram, prendre le train, etc., il va peut-être falloir 3 types de paiements, et ça va prendre du temps, et ça va être compliqué, et on n'a pas cette transparence. Et il faut arriver à cette transparence pour que les gens aient une impression de fluidité. Et puis il y a autre chose qui est très important, c'est tout ce qui est en amont de la mobilité, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on façonne l'urbanisme pour qu'il soit adapté à une mobilité comme celle que je viens de décrire, ça va fonctionner. Mais si on façonne un urbanisme comme des grandes zones commerciales, d'activités, etc., faites pour la voiture en périurbain, ça ne va pas fonctionner. Donc il y a un moment, à l'amont de la mobilité, il y a la manière dont on pense la ville de demain, et donc il faut sûrement revoir cette sectorisation des quartiers et avoir une mixité de quartiers beaucoup plus importante, une mixité d'activités au sein des quartiers pour que les déplacements soient plus intéressants et moins important. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ce soir, c'est que le déplacement le plus intéressant, c'est celui que l'on ne fait pas. Et donc ça pourrait renvoyer aussi au télétravail, etc. Et c'est pas le sujet. On a même de la multimodalité entre les vélos. On nous a demandé d'intégrer des parcs à abonnement pour remettre ce type de vélo-là et mettre une station devant pour que les gens rangent leurs beaux vélos à l'abri des vandales et prennent les vélos de la ville derrière pour aller dans le cœur de la ville. On peut mettre de la multimodalité partout. Merci pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y aurait encore une question dans le public ? On va prendre une dernière question et le monsieur. Et après, on va conclure. Vous n'avez pas parlé des trottinettes. Moi, j'ai été choqué à Lyon de voir comment les trottinettes se trouvaient en location, se trouvaient un peu partout. Et hier, j'étais à Villeurbanne et j'en ai pas vu. Et le maire les a interdits à Villeurbanne. Alors, ça veut dire aussi que si c'est bien, ces mobilités douces, c'est bien, mais à condition d'un encadrement qui permette d'éviter qu'il y ait des effets pervers de ce type. Il faut laisser passer les tendances. Il fallait bien qu'on essaye à un moment donné la trottinette et on voit bien qu'elle s'efface. Je me souviens il y a 2 ans à Paris, Vélib était en berne sur le passage de relais entre JC Decaux et Smooth & Go. Des fournisseurs de solutions de free floating, notamment chinois, ont profité de cette brèche pour s'installer. Ils se sont installés en proposant un truc qui était vraiment horrible. Il y avait des vélos partout dans Paris. La plupart n'étaient pas faits pour des mecs de 80 kilos. Du coup, il y avait des vélos cassés partout. Et on s'est rendu compte que dès que le vrai service Vélib est revenu, ces acteurs ont disparu. Et pour les trottinettes, il est en train de se passer à Paris, à Lyon, à Villeurbanne, dans plein de villes. Ce qui s'est passé avec les vélos en free floating, c'est-à-dire qu'on est en train de réguler l'activité. Alors Bordeaux les a tous exclus, sauf une marque de trottinette.
En fait, juste c'est en train de s'auto-réguler. À vouloir hyper réguler, alors moi je suis dans une start-up, du coup les trucs hyper régulés ça m'embête toujours un peu. Mais en fait, le marché régulera tout seul, et les trottinettes, le marché est en train de réguler tout seul, c'est-à-dire que tout le monde attendait qu'il y ait un gros acteur, là Uber arrive, ça va régler vite le problème des trottinettes. Il va plus bien y en avoir beaucoup maintenant, où il y aura une seule marque. Et à Paris, il commence à y avoir des stations, il commence à y avoir des gens qui s'occupent vraiment de ces services-là. C'est plus des mecs qui font ça la nuit en récupérant des trottinettes et en les branchant chez eux. Ça devient un vrai service. Et du coup, c'est de plus en plus propre. Les trottinettes sont propres. Il n'y en a plus plein les trottoirs. Enfin, plus. Il y en a de moins en moins sur les trottoirs. Et à Lyon, ça va juste être décalé d'1 an parce que le flux est pas le même et du coup, le niveau de service est pas le même. Mais bientôt, il y aura certainement des trottinettes à plus d'endroits, mais qui seront bien plus régulées par le marché, par la demande et par les utilisateurs. Des fois, il faut laisser le temps passer. Je pense que c'est modélisé, mais en laissant passer les choses, des fois, ça s'autorégule quand même un peu. Oui, alors je vais temporiser un petit peu le propos cette fois-ci. En fait, ces dernières années, cette dernière dizaine d'années, il y a eu un foisonnement de nouveaux modes, nouvelles technologies, parce qu'on parle des trottinettes, mais il y a plein d'autres choses. Et du coup, le législateur est toujours un petit peu derrière. Il peut en arrière, un peu en retard. Je vous donne 2 autres exemples. Quand on a commencé à beaucoup parler du covoiturage et de l'autopartage, il a fallu modifier le code des assurances parce que on ne savait pas qui était responsable d'une voiture partagée ou on ne savait pas qui était responsable d'un passager. On l'a fait, ça clarifie. Les trottinettes, la loi d'orientation sur les mobilités de fin 2018 vient de clarifier. Elle vient de clarifier un certain nombre de pratiques. Par exemple, ça va être interdit aux enfants de moins de tel âge, il va falloir porter un gilet, il va falloir avoir un petit éclairage à l'arrière, ça sera interdit sur le trottoir et ça sera interdit hors des périmètres d'agglomération. Voilà, etc. Il faudra un casque. Il y a des règles qui viennent d'être votées, il y a des décrets d'application qui vont être pris. Et donc, petit à petit, à chaque fois, le législateur donne des solutions. En plus, effectivement, du marché qui épure, je dirais, tout seul, tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a aussi la loi de l'offre et de la demande, et il y a un moment, il ne faut pas oublier, dans toutes les start-up, il y a des gens très sérieux, puis il y a aussi des vrais hurluberlus qui inventent n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, il y a des choses qui sont adaptées, puis d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc je pense que c'est la coexistence de la régulation et du cadre légal. Malheureusement, vu l'heure, on ne pourra pas traiter toutes les questions du WooClap. Donc je sollicite le public à venir à la fin de la conférence pour échanger avec nos intervenants. Je laisse la parole à Lucie maintenant. C'est clair qu'on aurait bien aimé avoir un créneau plus long sur un sujet aussi vaste. Je pense qu'on a encore plein de choses à aborder. Malheureusement, il est 20h passées, on regarde un peu tous l'heure, on ne va pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Notre dernier thème qui était sur ce que met en place Clermont-Ferrand a été plus ou moins abordé tout au long de la conférence. Alors je ne sais pas si Franck de MyBus veut faire une phrase conclusive là-dessus ou si, voilà, comme vous le souhaitez. Oui, alors, très rapidement, il y a des choses, il y a plein de choses qui sont pas faites, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Notamment, vous avez dû entendre parler d'incubateurs ou d'accélérateurs de start-up. Voilà, Nicolas, Kobo et MyBus, on est passé par là. On a été aidé dans une certaine mesure sur certains aspects cruciaux pour notre développement. Donc la collectivité en elle-même participe au financement de certains de ces incubateurs. Donc elle aide quelque part les start-up auvergnates qui sont basées ici. Voilà, nous on a créé un peu plus de 20 emplois entre moitié-moitié la Haute-Loire et Clermont-Ferrand depuis 3 ans. Nicolas, c'est une dizaine à peu près, grosso modo. Donc l'investissement qui est fait par la collectivité, alors je ne défends pas la collectivité, enfin je ne fais pas de politique, et puis j'en ferai jamais, mais il y a des choses qui sont faites pour accompagner, pas que les startups d'ailleurs, dans la mobilité. Michelin aussi, alors ça ne se sait pas forcément du grand public, mais Michelin aide aussi les startups localement. Nous, c'est grâce à eux qu'on a signé notre premier contrat au Canada, voilà, qu'on est en train d'ouvrir là récemment. Voilà, et puis que voilà, en très résumé, vu qu'on est pressé, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser à la fin. On aura un petit mot de conclusion chacun ou pas? Oui, bien sûr. On n'a pas le droit? Si. Bien sûr. Non, c'est... Ouais. Alors, ouais, sur ce dernier sujet, c'est un sujet qui est très mouvant en période municipale, donc il faut faire attention un petit peu à ce que l'on peut dire ou pas. Ce qui
ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, Clermont a été une ville en avance. Et par exemple, c'est la première ville de France dans les années 70 qui a mis en place des chaussées de bus séparées en site propre. Hein. Vous voyez comme quoi, des fois, en Auvergne, on peut être les premiers. Et puis, c'est une ville qui s'est arrêtée à un moment donné et qui ne s'est pas lancée comme d'autres le faisaient, et donc du coup qui a pris un peu de retard, et qui a fait des choix qui l'ont porté à des endroits voilà, où d'autres villes n'ont pas été. Donc aujourd'hui, il y a une tendance générale qui est prise à Clermont, parce que toutes les villes sentent bien que la mobilité, c'est un des sujets clés, et donc il y a une accélération de décision, il y a des tas de choses qui se passent. Je vous donne un seul exemple, la mise en libre service des vélos il y a 1 an et demi, je crois, oui, la gratuité, oui, voilà, la gratuité des vélos il y a 1 an et demi à peu près, ça a été une décision politique forte qui a été suivie de conséquences évidentes. Hein, voilà. Donc donc il y a des choses qui se font à Clermont comme ailleurs, et comme ailleurs, il peut y avoir des erreurs qui ont été faites. Bon voilà, mais on sent en tout cas que Clermont est dans la mouvance générale des villes de France et qu'il se passe des choses. C'est une super ville, Clermont. Je suis d'accord. Juste en conclusion, un peu de pub. Ceux qui n'ont pas d'abonnement annuel, si vous avez créé, là pendant qu'on s'est parlé, téléchargez l'application Mybus et que vous avez créé votre compte, on a une fonction pour transférer les titres de transport. Donc je peux vous offrir 2 titres unitaires juste pour que vous puissiez tester l'application. Donc vous venez me voir à la fin et je vous transférerai. Bah si, c'est ma conclusion. Bah, ça rend service. Plus de gens dans les transports. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. On va remercier bien sûr les intervenants. Merci.